pour cette dernière livraison de la semaine de votre émission Le Grand Soir. Comme habituellement, nous sommes ensemble jusqu'à 18h52. Nous aurons encore l'opportunité d'éplucher les sujets qui font l'actualité au Cameroun, notamment cette question de foncier. Le ministre, bien sûr, en charge du foncier au Cameroun, a décidé de signer une note, j'avais dit un décret radicalement, une note pour l'instant, une de communication, où il invite tous les Camerounais en possession de plus de 50 titres fonciers et autres hectares de terrain au Cameroun, de devoir eux-mêmes aller faire répertorier tous ces titres fonciers afin de voir retirer ceux qui ne méritent pas d'être en leur possession et permettre une redistribution équitable du foncier au Cameroun. Question de mettre un frein à cette tension qui va grandissante et qui annonce une grosse implosion au Cameroun. Parlant du foncier, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? N'est-ce pas là le début de l'explosion avec cette sortie du ministre Iyebi ici? La question, on se la pose en deuxième arrêt dans ce programme. On parlera également des populations autochtones. On le sait, cette journée du 9 août est donc consacrée à la célébration des peuples autochtones du monde entier. Et au Cameroun, on a mis à l'ordre du jour la question de l'autochtonie qui se retrouve bien sûr dans ce qui est du document officiel du Cameroun, l'autochtonie et l'allogénie. C'est deux expressions couramment utilisées. Alors aujourd'hui, on se demande si finalement, c'est pas une expression qui peut mener à une implosion, à une division, lorsqu'on se rend compte qu'avec les problèmes de tribalisme et tout, cette expression-là, autochtonie, commence un tout petit peu à déranger. Mais à l'entame de cette émission, actualité oblige, hommage oblige parce qu'il le mérite. Cette nécrologie tombée en fin d'émission hier, Issa Hayatou, l'ancien président emblématique de la Confédération africaine de football, a donc tiré sa révérence. Il est mort à l'âge de 77 ans. On aura l'occasion de dire deux mots sur lui à l'entame de cette émission, qui sont de lui rendre cet hommage bien mérité. Voilà le contenu de votre rendez-vous de ce soir. Je vous invite à vous installer confortablement. Juste le temps d'un détour, on accueille notre panel qui est déjà bien installé. Le code d'accès reste et demeure le même, le 699 13 50 75. Par SMS ou par WhatsApp, vous avez l'opportunité et le bonheur de vous connecter à nous. Et du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennel toutes vos réactions. Je le rappelle, et également notre plateforme Facebook Info TV Cameroun. Restez d'actualité pour les amoureux des tabloïds. Peu importe votre position géographique, vous avez l'occasion et l'opportunité de réagir. Vers chaque message, comme à l'habituel, je n'arrêterai jamais de vous le rappeler. Ce n'est que de cette manière-là que vous serez en grand nombre lus pendant l'émission. Une fois que je l'ai dit bonsoir à Christian Okala qui est avec nous. Ça fait un bon moment. On n'a pas été ensemble depuis l'année dernière. Oui. Écrivain, homme politique, toi tu as décidé de te rallier à cette alliance-là, à cette coalition qui vise à faire une opposition forte pour 2025, l'ATP. Merci Madame. Merci d'être là ce soir. Madame Rosalie Nguesele, c'est un plaisir renouvelé d'être ici à Info TV et de partager ce grand plateau qui est le Grand Soir. Merci à tous les téléspectateurs du Cameroun qui ne cessent de faire confiance à cette chaîne. Lorsque je venais, il y avait déjà de l'engouement pour pouvoir écouter les propos que nous allons ici placer sur la table et placer même en relief. C'est dit combien de fois la chaîne est écoutée et vous dites que c'est une chaîne qui promeut le vivre ensemble. Vous voyez donc que c'est en corrélation avec les thématiques que vous avez mentionnées. S'il faut convoquer ici l'autochtonie, on verra dans quel sens parler de ce vivre ensemble. Donc c'est un plaisir pour moi renouvelé et d'être parmi vous ce soir. Et je salue également mon copanéliste qui est à l'escrème. Voilà, merci beaucoup d'être encore là, Christian Okala. Vous l'avez annoncé, Jean-Claude Lemdio-Kenvo. J'ai décidé aujourd'hui de faire, dans cette semaine, de faire le plan de Mamour de Jean-Claude Lemdio-Kenvo, que j'ai pas vu depuis belle lurette. Je pense que là, on a réussi à rassasier tout le monde. Et qu'après, si je t'oublie encore, ils vont pas m'en vouloir. Hein? Merci d'être là ce soir. Bienvenue. Merci, Rosalie. Je voudrais saluer comme ça tous les nombreux téléspectateurs de Info TV et qu'ils ne se fatiguent pas de moi parce que j'ai passé une longue période d'hibernation comme ça, en absence, absence maladie justifiée. Et je crois que mon retour
ne doit poser de problème à personne. Et je suis fier de retrouver cette chaîne qui m'a manqué. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis à Messassi. Moi, je vous dis dans mon bouquet, et c'est bien, il y a Info TV qui s'inscrit là-dedans, mais les images n'apparaissent pas. Je ne comprends pas pourquoi dans notre zone de Messassi, on n'arrive pas à voir les images. Pourtant, il y a bien la chaîne Info TV. C'est quoi, c'est les câbleurs ou bien non, j'avais payé le plateau Digisat. Le plateau qu'on ne paye pas par mois. On ne paye pas, donc. On ne paye pas par mois, il y a les chaînes gratuites. Bon. Vous allez sortir 19 000, on vous donne un plateau avec un décodeur, on vient mettre à la maison. Tu vois que tu as il y a plusieurs chaînes. Alors qu'avec moins que ça, tu réussissais à avoir... Pourtant, avec ce même plateau, je voyais Info TV. Chaque jour. Bon, le problème est qu'au Cameroun, il faut noter ça, que les opérateurs mobiles, les câbleurs, là, ça coûte énormément cher. Canal, je ne sais pas si c'est l'escroquerie, ils sont carrément trop chers au Cameroun. Si vous devez payer Canal 10 000 par mois pour ne même pas avoir le temps de voir toutes les chaînes que ça donne, vous voyez que vous comptabilisez 10 000 par mois pendant un an. Vous allez voir que c'est de la merde pure et simple. Parce qu'en principe, on devrait payer moins cher les images. Ils devraient nous donner ces images peut-être à 2000. Oui, 2000 le mois. Et c'est trop cher. Quand vous payez 10 000, 5 000 ou 5 000, c'est un budget. C'est un budget par an. Bon, dans ce cas, souffrez donc aussi de ne pas avoir tout ce que vous voulez. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Mais ça ne gêne pas. Si vous voulez donc avoir et être totalement servi, l'idéal pour l'instant, c'est d'avoir Canalsat chez vous et vous n'aurez pas de plainte. Pour le reste, tous ces câbleurs-là ont accès au signal d'info télévision. Ça dépend maintenant de leur volonté. Puisqu'on ne peut pas aller les contraindre, on compte sur vous, téléspectateurs chéris, pour leur faire comprendre qu'on doit faire avec Info TV. Et dans mon bouquet, d'ailleurs, il y a toutes les chaînes camerounaises. Et que si vous voulez justement avoir Info Télévision, vous leur dites s'il n'y a pas Info, moi je ne paye plus. Je pense que ça va résoudre le problème. Je m'en réjouis avec les chaînes camerounaises qui sont déjà dans ce bouquet. Et il y a déjà plus de chaînes religieuses, ça renforce notre spiritualité aussi. En train d'éplucher ton bouquet. Oui, mais je n'épluche pas, c'est pour dire que quelque part ça m'arrange. De prier Dieu. Parce que si vous prenez Canal, je n'ai jamais, vous ne pouvez pas avoir deux chaînes de donc c'est très énorme. On a compris, ne te plains donc plus jamais de ne pas avoir ta chaîne Info TV. Non, putain, ne te plains plus. Puisque tu aimes bien être avec l'église, que tu chantes là-bas tous les jours. Non, arrangez plutôt ici. Non, je suis donc en train de te dire qu'il n'y a aucun problème à notre niveau. C'est ceux-là qui doivent prendre le signal. D'accord. Tu comprends ce que je dis? Maintenant, on s'est mieux compris. Ici, on n'a aucun problème. On est sur satellite, on est accessible à tout le monde. D'accord. C'est à eux de prendre le signal. Ça veut dire qu'il faut que j'ajoute sur ça le câble. Tu as compris. Et tu lui demandes même à ton câbleur de mettre Info TV. Tout à fait. C'est tout. Et tu seras servi. Donc, rassure-toi, Info Télévision, on a mis à disposition et chacun est libre d'aller se servir. Tout à fait. Le problème, c'est que... Quand j'avais le câble, je voyais Info TV. Il y en a qui attendent qu'on leur donne de l'argent pour le faire. Et on trouve déjà qu'on fait un travail énorme d'intérêt public. Et s'il faudrait qu'on aille payer en plus pour que les Camerounais aient ça dans leur domicile, c'est pas honnête aussi. Tout à fait. Donc, il faudrait que ceux-là vous aident, vous qui êtes leurs clients, à avoir toutes les chaînes que vous revendiquez. Nous, on a fait le plus dur, on a mis sur satellite. Ça veut dire que peu importe où le câble là se trouve, même dans le fin fond des Amériques, s'il veut prendre Info TV, il peut prendre Info TV. Rien n'est bloqué. D'accord? Voilà, ça c'était juste à titre d'information à l'entente de cette émission pour que tous ceux qui disent on n'a pas, comprennent que ce n'est pas à notre niveau le problème. C'est à leur niveau le problème. Donc, si vous avez un câbleur qui ne vous donne pas Info TV, voilà, tapez sur ses doigts. Dites-lui, moi, je te paye tous les mois, je veux voir Info TV. Et vous verrez qu'il va vous donner Info TV. C'est à son niveau le problème, c'est pas ici. Tout à fait. Voilà. Bon, maintenant qu'on l'a dit, ça nous a fait parler un peu aussi de cette question qui est hyper importante, puisque je reçois souvent des messages de ceux qui me demandent comment on fait pour avoir, je pense que c'est clair désormais. C'est votre câble qui vous refuse Info TV. Ce n'est pas Info TV qui refuse d'être dans votre câble.
Maintenant, nous, on va s'intéresser à nos sujets qui nous préoccupent ce soir, si tu le veux bien. On démarre justement avec ce que moi j'ai appelé notre mise en bouche, notre petit biscuit de ce soir. C'est l'UDC d'Issa Hayatou. La Confédération africaine de football l'a connu quand même pendant quasiment 3 décennies. Pour ceux qui ne le savent pas, de 88 à 2017, il a été assis sur le siège principal de la Confédération africaine de football. C'est récemment qu'il a quitté ce siège-là. On rappelle quand même qu'il est issu d'une grande famille des descendants des sultans islamisés du XVIe siècle. C'est pour dire que c'est une descendance royale. On peut comprendre également son port royal qu'il arborait très souvent. Il avait une prestance unique. Issa Hayatou, s'il fallait garder quelques souvenirs de lui, à votre avis? Bon, Rosalie, vous savez que il y a des décès qu'on n'en parle pas trop. Oui. Et ça, depuis hier que j'ai reçu l'annonce du décès du patriarche Issa Hayatou, j'étais à une levée du corps de la petite sœur du coach national d'Oumoumat avec le directeur général d'Anafoot. On savait qu'il était malade, ça s'apparentait comme des signes. Alors c'est après que nous soyons rentrés à la maison que j'ai reçu cette nouvelle. Et voilà, je veux d'abord adresser mes vives condoléances à la famille du Lamida, du Garoua, à son épouse, ses enfants, à tous ceux au monde du football. Parce qu'il faut dire que c'est une étoile du monde du football qui s'en va. C'est une étoile. C'est une icône de football. C'est une valeur du football mondial qui s'en va. Parce que s'il faut faire l'apologie aujourd'hui de l'excellence, il faut dire que celui-là a atteint sa perfection dans la gestion managériale du monde du football. Je ne vais pas entrer dans le décryptage et dans les algorithmes de citer tout ce que Issa Hayatou a fait pendant son mandat d'ailleurs. C'est justement ça. C'est pour ça que je dis que je ne veux pas égrener tout ça. Je parle de l'homme. Et je parle de ce qu'on a réservé à cet homme qui a pris sa retraite à la CAF et qui est rentré au Cameroun. Pour illustrer, parce qu'aujourd'hui, dans les habitudes africaines, on a l'habitude de vénérer quelqu'un quand il est mort. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Si vous avez rendu des services loyaux au football mondial et camerounais, qu'on vous dresse une statue pendant votre vivant ou qu'on organise des cérémonies festives pour votre reconnaissance et vous décorez à votre vivant. Parce que quand quelqu'un meurt chaque fois, tout ce que vous faites autour là, il n'est plus là, il ne constate même plus rien. Allez même mettre la médaille à titre posthume sur son cercueil, ça ne lui sert à rien, il n'est plus avec vous. Il n'y a qu'une seule vie ici-bas. Et pendant cette vie, il faut reconnaître les valeurs. Quand quelqu'un a travaillé comme Issa Hayatou, qui a hissé le football africain au niveau et camerounais, qui a sorti le football camerounais et africain de son obscurantisme, aller même jusqu'à donner un coup de main pour la reconstruction, la réorganisation du football mondial, et qu'on nous dise aujourd'hui qu'il est mort à Paris. Hein? Pendant qu'il était malade, on ne faisait pas cas. Généralement, moi je savais que Issa Hayatou, je ne savais pas où il était. Aujourd'hui, quand il meurt, on dit qu'il est mort à Paris. Après avoir travaillé au sommet du football mondial, il faut dire que quand vous arrivez déjà au niveau de la CAF, vous avez la carrure, vous avez quand même, tu sais également qu'il était de sang royal et tu sais que partout où on a ce type de couloir, on ne fait pas beaucoup de bruit autour des états de santé très souvent de ce type de personnes. Pourquoi ça te surprend qu'on n'ait pas fait beaucoup de bruit? Non, c'est les jeunes qui soient morts à Paris. Non. C'est pour ça que j'étais en train d'aller progressivement. Parce que, voilà, monsieur, je voudrais d'abord dire en matière de santé, que les Camerounais sachent
qu'au Cameroun, il y a des personnes qui peuvent soigner les maladies que les gens s'exportent pour aller soigner en Europe. Les évacuations sanitaires pour des petites maladies, il faut savoir que la médecine conventionnelle peut ne pas soigner certaines maladies, mais il y a une autre médecine qui est à côté. Et les gens sont très efficaces. Mais je ne veux même pas faire allusion à ça. Moi, je voudrais dire que aller mourir à Paris, malade, qu'est-ce qui le rend malade? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est l'adrénaline? Est-ce que, après avoir rendu, quand vous arrivez déjà au sommet du football mondial, vous avez la carrure présidentielle? Parce que quand il rentre au Cameroun, c'est pour ça que je dis, il faut reconnaître les valeurs des hommes comme Issa Hayatou. N'attendons pas quand il meurt pour aller dans les télévisions, les médias, les tassons, pour dire qu'on commence à citer ces valeurs, on commence à citer ces prophètes. Quand il est mort allé, et quand il est parti de la CAF, je pense que le nommer comme Alanafout, comme président du conseil d'administration, c'était le rabaisser. On devait le nommer quoi? Non, mais quand il faut savoir dire merci aux gens. Tu ne peux pas avoir... On devait le nommer où? Non, l'idéal aurait même été qu'on le nomme nulle part. Mais qu'on le laisse se reposer ou bien qu'on le donne un poste ministériel. Parce que partir de président de la FIFA pour venir être directeur d'une académie de sport. Alors que tu as géré le football mondial, tu étais le patron du football africain et mondial, on vient de t'envoyer à ta retraite. Il faut savoir laisser les gens se reposer. Peut-être que quand il a tout donné dans le football, il faut éviter les gens de récompenses empoisonnées qui peuvent plutôt stresser les gens et les pousser à la mort. Donc moi je dis que je suis en train de dire, nous devons pleurer, on va pleurer Issa Hayatou parce que lui seul, il a montré qu'un Africain peut oser dans le football mondial. Il a fait ce que les Blancs n'ont pas pu faire. C'est lui qui est arrivé à la FIFA en très peu de temps. Il restructurait la FIFA. Si les Africains vont aujourd'hui à 9 ou 10 clubs à la Coupe du Monde, c'est grâce aux réformes de Issa Hayatou. Si aujourd'hui, beaucoup de choses se font en Afrique, les chaînes, les compétitions qui sont créées, c'est grâce à Issa Hayatou. Depuis que les autres sont arrivés, on voit de conflit en conflit. Il y a des conflits à la CAF, il y a des conflits à la FIFA. Les gens travaillent avec beaucoup d'aigreur et pas de responsabilité comme Issa Hayatou le faisait. Mais voilà, c'est un Camerounais qui meurt. Comment fait-on chez nous pour valoriser nos icônes, pour donner de la valeur à nos icônes? Voilà une icône. Parce qu'il va mourir, quelqu'un d'autre va mourir demain. On va dire, on va commencer à le remercier, alors qu'à son vivant, il était combattu, les gens dénigraient. C'est quand vous parlez du sang royal, il a même voulu être l'amido à Garoua. Mais ça n'a pas passé, mais je ne savais pas si là-bas, moi je pensais que les successions étaient héréditaires. C'est un autre débat. Mais je dis donc qu'au Cameroun, Dieu seul doit réserver une place à Issa Hayatou parce que nous n'avons pas su valoriser cette icône à sa juste valeur avec ce qu'il a fait dans le football mondial. Il meurt comme ça et aujourd'hui on va commencer à parler de lui alors que on aurait dû faire organiser des plateaux, reconnaître son travail qu'il a fait et le rendre joyeux. Il faut reconnaître les valeurs des icônes au Cameroun. D'accord. Christian Okala, son port altier, une élégance naturelle. Issa Hayatou, quand il entrait dans une salle, on sentait qu'il était entré dans une salle. C'est le genre de personne dont la présence ne passe jamais inaperçue. Et du haut de cette grande taille qui était la sienne, on le remarquait toujours. Très très discret par contre dans ses prises de parole, on le ressentait plus dans les actions. Quand quelque chose se passait, on disait « Ah, c'est passé, c'est sorti, ça a été signé ». Il ne faisait pas beaucoup de bruit, Issa Hayatou. Eh bien, Madame Rosalie, permettez-moi de dire ma reconnaissance à la suite des propos de Monsieur Nemdio qui ici va dans le sens de convoquer la célébration de nos icônes, ce qui est quelque chose à placer sur la table en tant qu'une nation qui veut aller dans le sens du patriotisme. Lorsque quelqu'un a su ériger les couleurs de la nation sur le plan mondial, cela mériterait quand même une sorte de
une sorte de flambée, une sorte de célébration, s'il faut dire ça simplement comme c'est autour de sa personne et de sa personnalité. Je voudrais revenir sur un propos et convoquer le propos d'un président de la République qui a fait assez de grandeur dans la France ancienne, sinon dans la naissance de la 5e République, qui est Georges Pompidou. Georges Pompidou disait que la vie des nations alterne entre grandeur et médiocrité. Permettez-moi donc de situer Issa Hayatou dans le risque de la grandeur, cette grandeur qui part déjà du plan national pour le plan international. Vous avez dit qu'il a occupé des fonctions majeures comme celle de la CAF, mais au préalable, je crois qu'il a été président de la FECAFOOT, donc parti du plan national pour le plan international, ce rayonnement diplomatique. Justement, il ne pouvait pas revenir et reculer en principe. Fait du Cameroun, ici, une nation qui s'est brillée sur le plan diplomatique. Pour ne pas revenir sur l'élection même de Philemon Yan, la 79e Assemblée nationale des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'APF de Hilarion Eton, s'est dit combien de fois le Cameroun sur le plan diplomatique ne cesse de briller. De cette brillance donc, qu'est-ce qu'on en fait, quelles sont les retombées? Moi je pense que c'est à ce niveau qu'on peut analyser l'apport de la personnalité emblématique d'Issa Hayatou, que je salue particulièrement parce que mon papa étant du Nord et né à Garoua, c'est donc quelque chose qui me touche de façon particulière personnelle, de reconnaître que certains hommes qui naissent comme cela sont des étoiles dans le ciel, pour ne pas dire dans le ciel étoilé de la diplomatie camerounaise, c'est une étoile qui tombe. Donc Issa Hayatou pour moi fait office de cela. Je voudrais donc revenir sur peut-être les apports sur le plan peut-être du football dans notre pays. Je ne sais pas si il faut décortiquer un certain nombre de choses. Moi, je n'ai pas ressenti toujours. Et c'est ce que je questionne sur le plan diplomatique par rapport à toutes ces personnalités qui montent dans notre pays. À quel niveau sont les retombées? On connaît ceux-là qui sont à l'UNESCO, on ne voit pas les retombées dans l'éducation. On connaît ceux-là qui sont à l'UNICEF, on connaît ceux-là qui sont à la FAO, on connaît ceux-là qui sont même au cœur des Nations Unies pour toucher ici directement du doigt la personnalité nouvelle de Philemon Yan au siège des Nations Unies. Quelles sont les retombées? Jusqu'où cette diplomatie-là permet l'éclosion de certaines choses dans notre pays? C'est à ce niveau que moi je pourrais questionner. Et comme je ne maîtrise pas le dossier de fond du football dans notre pays, je ne peux pas m'aventurer dans savoir ce qui a pu changer de par l'ascension de Issa Hayatou. Issa Hayatou a dirigé la FECAFOOT de 86 à 1988. Il était à la tête de la Fédération camerounaise de football et puis il est devenu un membre du conseil exécutif de la FIFA dont il a été le président, je le rappelle, il y a quelque temps, par intérim pendant quelques mois au moment de la suspension de Joseph Blatter et du comité international olympique. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a d'ailleurs rendu un hommage bien mérité. C'était un grand passionné. Il a consacré toute sa vie à diriger les plus grandes instances du sport. Donc, il faut le savoir que le monde du sport, on le citait ici tout à l'heure, on est passé de 2 à 5 équipes en compétition sous son magistère du côté de la CAF, et c'est difficile qu'on puisse mettre un Africain à la tête de la FIFA. Il faut savoir que si on a pu prendre Issa Hayatou, c'est quelqu'un comme Samuel Eto'o a su le dire dans son témoignage à lui, il a su faire beaucoup de compromis. C'était l'homme des compromis. Lorsqu'il y avait de grosses batailles, il utilisait cette technique-là pour réussir à apaiser. C'est pour ça qu'on n'avait pas beaucoup d'esclandres et de bruit pendant son magistère dans la gestion du football africain. On n'avait pas les bruits qu'on a aujourd'hui. On a beaucoup de bruit depuis qu'il n'est plus à la tête de la CAF. On suppose qu'il avait peut-être la technique pour calmer tout le monde avec peut-être sa prestance, peut-être sa technique, son intelligence. Oui, il a utilisé. Et aujourd'hui, on ressent quand même que ça ne pèse plus de ce côté-là, puisque ça va dans tous les sens aussi. Mais à ce niveau, quand même, on peut revenir sur l'analyse que vous avez faite. Non, je n'analysais pas, je donnais juste des informations. Dis-moi l'analyse qu'a faite mon copanéliste, partant du plan national de la CAF. Ouais. Et à la président FIFA, de la FIFA, président par intérim, ainsi de suite, c'est dit qu'il a su maîtriser justement cette échelle du football mondial, partant de son pays. Ça fait qu'il y a
une certaine pénétration des questions de football. Je crois que peut-être Eto'o est en train de s'inscrire sur la même lancée. Donc, on ne pourrait pas ne pas reconnaître ce magistère, comme vous le nommez, sur le plan de la FIFA, parce qu'il connaît le football sur le plan opérationnel. Le connaître sur le plan opérationnel a permis pour lui donc de maîtriser comment est-ce qu'il fallait prendre les décisions sur le plan managérial, dans un management maintenant mondial. Je trouve donc en cette personnalité une sorte de personnalité de carrière et de laquelle on devrait s'en inspirer pour ceux-là qui ont prêté et qui sont versés dans le sport comme passion, comme investissement personnel. Oui, donc je pense qu'il y a beaucoup qui gagneraient à apprendre de son management. Hein. Vous savez, on aime casser tout au passage chez nous. Lorsqu'on a un peu de pouvoir, ça crée toujours beaucoup de bruit. Lorsqu'on sait que quelqu'un a un léger pouvoir, on se sent obligé de casser tout sur son passage. Je pense que les uns et les autres devraient apprendre de ce type de personnes. C'est-à-dire, tu as le pouvoir, mais tu restes humble. On n'a pas besoin de s'arracher les cheveux ou de piétiner tout le monde au passage pour qu'on ressente que tu as un pouvoir. Et ça y est, tu avais un pouvoir énorme, mais je n'ai pas souvenance de l'avoir retrouvé dans beaucoup de casseroles. Oui. Et je pense qu'il faudrait que beaucoup s'en imprègnent aussi. En tout cas, on va lui souhaiter un doux repos. Et à coup sûr, hein, il est mort en France. Je suppose qu'on va devoir rapatrier. Ils ont géré ça même là-bas. Bon, généralement, vous savez, ça va souvent très bien. Comme je n'ai pas de précision dessus, voilà. Je vais éviter de m'avancer. Le temps de permettre quelques éclaircies à ce niveau-là. Tu sais, aussi le modernisme qui est à travers le monde. Pas ça, ça dépend de culture. Les gens ont leur culture. Et ils ont leur manière de faire. Mais je voudrais dire tout simplement que on est dirigeant. On n'apprend pas à diriger. C'est clair. Il y a des gens qui naissent. L'autorité vient de et au Cameroun, ça se distingue. Nous avons 10 régions au Cameroun. Et nous savons que certaines régions sont nés pour diriger. Non, je vais t'arrêter. Bon, j'arrête. Je vais t'arrêter. Non, tu arrêtes, mais je veux pas. Il n'y a aucune région qui est née pour diriger sur cette terre. Bon, d'accord. Dans toutes les régions du Cameroun. Bon, j'ai peut-être mal parlé. Oui. Et certaines. Il y a des personnes. Il y a des personnes issues de certaines régions qui manifestent la volonté de mieux faire que les autres. Pourquoi? Parce que dans ces régions-là, il y a ce qu'on appelle encore le respect de la culture. On va parler de le respect de la culture. Je viens tout sur Israël. Le respect de la culture, la crainte de l'autorité traditionnelle et le respect d'autrui. Parce que aujourd'hui, Issa Hayatou qui est décédé devrait être une référence pour tous ceux qui arrivent au football aujourd'hui. Après lui, il est parti du Cameroun, vous avez vu l'ascension. Il est parti du président de l'Africa Foot, là d'abord, et travaillé dans plusieurs organismes. Il a dirigé à la CAF, où il a duré longtemps. Après la CAF, il s'est retrouvé à la FIFA. Ça, c'est le sommet du football mondial. Ça veut dire que quand on parle du football mondial, la CAF, c'est les gens qui ont c'est des États. La FIFA, c'est comme un État. Donc, c'est des gens qui ont le niveau de président de la République, si on peut parler de le rang. Donc, moi, je dis, nous interpellons ceux qui sont au Cameroun, nos élites, et ceux qui gèrent le football africain en général et mondial, de se référer de ce grand monsieur, de copier au moins ce qu'il faisait. Un peu. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les bagarres, les guéguerres, les haines, les tribalisations dans le football camerounais. Aujourd'hui, qui ne n'ont pas le Cameroun. Les gens sont là. Quand vous voyez ceux qui viennent avec un peu le zeste de faire comme Issa, hier Mohamed en prison, il travaille très bien. On l'a arrêté hier à cause, pas à cause du football. Bon, avant qu'on ne sorte de cet hommage, je pense qu'on va s'arrêter là pour... Non, je finis, vous me laissez chuter pour dire, nous avons du temps pour parler. Je voudrais tout simplement dire que il faut qu'on cesse de briser
les talents au Cameroun, de briser les valeurs. Quand vous essayez de faire de fonctionner dans le sens de la brillance, allez, vous avez une machine qui vous écrase, qui vient briser vos projets. Il faut laisser les gens évoluer jusqu'à atteindre leurs objectifs tracés quand ils sont à la tête d'une structure. Aujourd'hui, ils savent tout. Je suis très énervé quand je parle ici. Parce que ce n'est pas lui qui devait partir de la FIFA, venir être qu'on le balance dans une académie de football, au conseil d'administration, et que il tombe. C'est là même qu'il est tombé malade, parce que quand il est parti de la FIFA, il n'était pas malade. C'est quand on l'a nommé, c'est le rabaisser. Je dis que je n'étais pas d'accord, il faut le valoriser. Aujourd'hui, j'entends les gens écrire, on sort, on dégraine tout son passif. Pourquoi on l'a pas fait quand il était vivant? Il n'entend plus ça. Ça ne sert à rien quand on dégraine. Il fallait le faire pendant même sa maladie. Peut-être ça aurait pu être une thérapie pour le guérir. Donc il faut vénérer les gens quand ils sont vivants. Moi je dis c'est ça, je dis aux Camerounais, le Cameroun doit changer. Nos élites doivent changer. La gouvernance au Cameroun doit comprendre que quand on a travaillé, aussi sa mort doit ne pas être comme si c'était une tristesse. Il a quand même atteint 77 ans. Mais 77 ans, c'est la jeunesse encore. On peut dire qu'il est vieux quand on a 80. Moi, j'ai 63 ans. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais si je meurs aujourd'hui, je suis encore jeune. C'est la jeunesse. Tu es encore en forme. Donc, lui, à 77 ans, il avait encore l'âge. On aurait pu lui donner une fonction au Cameroun pour le remercier, qui sied vraiment à sa valeur. Permettez-moi de dire quelque chose, Monsieur Lemdio. Déjà, la façon dont vous mettez un peu le Cameroun en mal, c'est-à-dire c'est le Cameroun qui fait ces grandeurs-là. C'est le Cameroun qui fait ces grandeurs. Issayatu est né du Cameroun, de l'extrême nord, du nord en tout cas. C'est le Cameroun. Vous n'allez pas placer le Cameroun comme étant cette nation-là qui est périleuse et tout, qui ne sait pas justement sortir ces grands hommes. Vous voyez, ces grands hommes sortent du Cameroun. Donc, donnez la place du Cameroun. Maintenant, le management politique du Cameroun est à décrier. C'est lui que vous devez convoquer et simplement vous arrêter là. Dit que le Cameroun, je pense qu'il y a un mélange. Et là, il faut donc faire cette nuance. Mal compris. Le Cameroun est un très grand pays. Voilà. Vous voyez qu'avec notre brillance diplomatique sur tous les plans, on a Francis Ngannou récemment, toujours pour... Mais la diplomatie camerounaise va bas de l'aile. La diplomatie camerounaise va vraiment de l'aile parce que je me demande s'il y a un vrai diplomate au Cameroun. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Parce qu'au niveau de la diplomatie camerounaise, Hilarion Eton récemment, il y a... Mais vous me citez les binationaux. Si vous permettez, qu'est-ce que vous avez quel problème? Hilarion Eton est à l'APF, président de l'APF, présentement, bon, je ne sais pas s'il officie toujours dans ce sens-là, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est président de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Ça, c'est hautement diplomatique. Le Philemon, il y a ancien premier ministre du Cameroun, ancien diplomate au Canada. Il est président de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Vous ne pouvez pas dire que la brillance... Mais après que vous le... Attends, je sais que tu es diplomate. Quand vous citez tous ces gens, qu'est-ce qu'ils apportent? C'est pour la famille, hein. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'Eldio? Qu'est-ce qu'ils apportent au Camerounais lambda? Ils sont là-bas pour leur famille. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez qu'à voir, ils ont célébré dernièrement quand on les a élus, quand on les a nommés là-bas. Si vous permettez, il n'y a pas de diplomatie sans la force de l'État. D'accord. Le Cameroun a une bonne visibilité. La diplomatie camerounaise est foireuse. Vraiment, il faut le reconnaître. Vous allez... Il y a une mauvaise diplomatie au Cameroun. S'il vous plaît, vous allez m'excuser. Moi, je voulais seulement rendre hommage à Issa Hayatou. Les diplomaties, gardez d'abord dans vos poches. On finit de pleurer. Quand on va finir, vous allez analyser la diplomatie. Quand on va finir, vous allez analyser la diplomatie camerounaise. Si elle est bonne ou mauvaise, ou elle grandit ou elle recule. Vous aurez l'occasion. On fait parler quelques personnes justement. Claude, il y a un téléspectateur qui dit Jean-Claude, c'est le pauvre qui dit que la Guinée c'est amère. Prends canal, sort derrière les problèmes. C'est Armel qui nous écrit. Bonsoir très cher aîné. Monsieur Issa Hayatou est un grand homme, mais ne pleurons pas trop, vu qu'il a atteint le 3e âge. Hommage à cette étoile. C'est Achille aîné depuis Yassa, Yatika à Douala,
qui trouve qu'on ne doit pas trop pleurer, au contraire, on doit le célébrer. Waouh! Ce jaune, comme ce citron que je consomme matinalement dans de l'eau tiède pour une agréable journée, même comme me remémorant en ce jour de ma défunte mère, partie il y a 25 ans. Christian dans des casquettes multiples pour une alternance qui vivra verra. L'un d'eux dans une pureté vestimentaire églisienne dans la mission de Tinga avec ses proverbes et Toso Vegeri au Sombok. Ce baobab patriarche a œuvré pour la bonne marche sportive en développement infrastructurel et de compétition tant sur le continent que dans le monde entier. Il a œuvré pour que le continent passe de 3 à 5 pays en Coupe du Monde. Je n'oublie pas les compétitions en Afrique avec les rendements financiers costauds à élever bon nombre de clubs au firmament du continent. Malheureusement, il n'a pas eu la reconnaissance de certains compatriotes anciens footballeurs complexés par le toubab et ignorant ce géant du ballon rond. Comme ce pasteur et son idole de la mission de Tinga. Quelle honte. Adieu Payatou. C'est Thomas Massoka. Bonsoir à vous en studio. Voilà un autre décès d'un grand homme qui a bien œuvré sur le plan sportif que sur le plan politique. Mais malheureusement qu'il avait été écarté sous prétexte qu'il était déjà à marge des ambitions du parti au pouvoir. Son évacuation sanitaire avait été rejetée. Même chose qu'on avait fait au professeur Gervais Mendoza, paix à son âme. Voilà donc comment on récompense les vrais hommes qui ont servi le Cameroun et qui servent encore le Cameroun. C'est Vincent Ateba qui nous écrit depuis Yaoundé ce soir. On va du côté de la Guinée. Bonsoir Rosalie, je rends un très grand hommage à un homme lion, Issa Hayatou. Nos stars du Cameroun sont plus valorisés à l'extérieur que dans notre pays. S'il était cadre au RDPC, il devait être plus valorisé. C'est Achille qui nous écrit depuis Malabo. Ce soir. Bonsoir, donnez une bialème, Dieu pardon. Je suis scottier. Ah, Jean-Claude. On va en Côte d'Ivoire. Bonjour ma bien-aimée Rosalie. Ma bien-aimée Rosalie, les Camerounais doivent te célébrer de ton vivant. Pardon, n'appelez pas ça sur. Ma bien-aimée Rosalie, Issa Hayatou était européen ou américain. Si Issa Hayatou était européen ou américain, le président de la République lui aurait rendu un hommage présidentiel. Même moi, le combine là ne lui aurait pas encore rendu hommage. Quel pays, le Cameroun. C'est monsieur Etoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir le panel. Hommage à Issa Hayatou pour le grand homme qu'il fut et son immense travail. Il faut aussi le dire, tout le monde n'est pas Issa Hayatou. Chacun a sa façon de faire et chacun a son idéologie. Et si vous n'aimez pas le caractère d'une personne, c'est pour vous. On dirait que les travailleurs d'Info TV ont un problème particulier avec certains personnages. C'est dommage. Kevin depuis Ebolova, de qui vous parlez? Nous, ici, on n'a pas de problème avec des personnages au Cameroun. Hein. On est en train de rendre hommage à Issa Hayatou et déjà, vous avez commencé avec les comparaisons. Je ne comprends pas. Vous comparez qui et qui? Je crois que vous n'êtes même pas en train d'essayer de comparer Issa Hayatou à un autre acteur du football au Cameroun. Hein. J'ose croire que vous aurez quand même la décence de ne pas nous faire ça. Même dans le fanatisme, l'MDO n'a pas pu le faire. Donc vraiment, il faut qu'on évite souvent des comparaisons qui ne servent à rien. La carrière de ce grand homme dans le football, en termes de management, je ne suis pas sûr qu'ils sont deux au Cameroun. Il n'y a pas son deux, comme on dit dans le jargon au quartier. Pour l'instant, en attendant que vous ne réussissez à fabriquer son deux, on en a un, on en a eu un. Et on se doit de s'arrêter un moment pour lui dire merci. Parce que s'il n'avait pas la carrure, je ne suis pas sûr qu'on aurait 5 pays en Afrique aujourd'hui à participer. Il allait même déjà pour qu'on en ait 9. Tout à fait. Mais malheureusement, il sera on en a 9 déjà. Ah, on en a, voilà. On a déjà 9 quand il quittait, c'était ça la bataille. Il fallait qu'on passe de 5 à 9. Maintenant, on envisage d'aller à 12 pour la Coupe du Monde. Ça a été confirmé après lui, mais c'était déjà un combat pendant qu'il y était. Je pense que s'il avait continué son travail, mais la retraite, il fallait aussi se reposer. Je crois qu'on serait même arrivé à 20 pays africains, parce que je ne comprends pas pourquoi on a un continent avec 54 pays. Les gens ont 30 pays dans leur continent, mais ils ont 30 pays en Coupe du Monde. Donc vraiment, je pense qu'il a livré le combat du mieux qu'il a pu, que les autres prennent le relais, sans pour autant rabaisser le travail qu'il a fait. Ça, c'est pour ceux qui veulent m'écrire dans les comparaisons avec le star du Cameroun qui est censé être plus grand que le monde entier. Par moment, arrêtez aussi, hein. Ça ne vaut pas la peine. C'est parce que j'ai évité de lire ces messages-là. C'est juste pour le dire à ces gens qu'il y a un temps
pour quelque chose. Et chacun a son temps sur la terre. C'est tout. On dit que tout est vanité de vanité. Chacun a son temps et sa valeur. Alors, on va parler d'autochtonie à présent. Une fois de plus, doux repos à Issa Ayatou. Condoléances à sa famille nucléaire, à toute la famille sportive et footballistique, à tous les Camerounais qui ont apprécié son travail. On est tous tristes de son départ, mais comme quelqu'un l'a dit dans son message, à 77 ans chez nous au Cameroun, on pleure, mais on s'arrête aussi de pleurer. Parce qu'on s'est dit, il a traversé au moins là-bas de 50, il y en a qui ne sont même pas sûrs de traverser. C'est parce que les gens vivent en oubliant que il y a une fin du monde. Voilà. Ils peuvent mourir. Les gens croient qu'ils vivent, ils doivent vivre éternellement. Il n'y a pas une vie éternelle sur terre. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure avant que vous n'arrêtez le débat. Que chacun, que le départ de Issa Ayatou ramène parle aux élites, à nos élites, aux Camerounais particulièrement, qui, pour certains, croient qu'ils sont immortels, que chacun doit attendre son jour. Et ce jour vient comme un voleur, c'est-à-dire qu'on dit, on ne connaît pas l'heure, ni le temps, ni le jour où ça viendra. Donc chacun doit se préparer en sachant que il y a un temps pour toutes choses. Et en partant, on ne parle de vous que par vos œuvres. Si vous avez laissé des œuvres humanitaires, des œuvres socio-culturelles, des œuvres politiques, si vous avez bien bâti, bien travaillé, on va parler de vous. Mais si vous n'avez pas bien travaillé, on va dire que non, ça là est mort de trop, il fallait même qu'il meure. Mais voilà un cas de mort que les gens pleurent. Merci Lenjo. On va parler à présent d'autochtonie. C'est vrai que c'est moi-même qui ai déclenché ça. On va parler d'autochtonie, Christian Okala, le concept autochtonie, ou plutôt autochtone et allogène, ou allochtone, comme vous voulez, sont donc deux expressions qui figurent dans la Constitution, ce que j'appelais le livre principal du Cameroun. C'est ce que tout le monde appelle la Constitution. J'ai voulu faire comprendre qu'en principe, ce livre est censé être celui qui nous guide à tous les niveaux, même si ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui, mais en principe, hein, c'est censé être le guide de tous les Camerounais. Alors, je disais tantôt, autochtone, allogène ou autochtonie et allogénie, ces deux expressions, ou allochtone, qui sont dans notre constitution. Mais nous, ce soir, nous, on s'intéresse aux autochtones, uniquement aux autochtones. Depuis 1996, dans notre constitution, on a cette expression autochtone. Je vais aller jusqu'à donner même l'article qui entoure sa présence dedans. Voilà, l'article 246 qui stipule, parlant justement au niveau où on doit utiliser, ça nous renvoie à la décentralisation, vous le savez quand même, qu'en mettant autochtone et tout, c'est qu'on savait qu'on est un État uni décentralisé et qu'on devait en arriver là, et on donnait donc la responsabilité aux mairies, dans cet article 246 là, d'une ville d'être la personnalité autochtone. Ça veut dire que c'est lui, c'est-à-dire dans chaque zone, le maire doit être la personnalité autochtone, dont l'enfant de là-bas, voilà. Et ce qui a créé beaucoup de problèmes aussi par la suite. On a une situation actuelle au Cameroun où dans la zone dans toutes les zones, on prend juste le maire des villes, on en fait un enfant autochtone, voilà. Mais pour les autres, n'est même pas résident. Pour les autres, c'est très ouvert. Du coup, ça crée des batailles au niveau politique, d'où notre inquiétude aujourd'hui. Est-ce que finalement, l'autochtonie qui visait plutôt à permettre à chaque zone d'avoir un enfant là-bas pour son développement n'est pas en train de devenir, par exemple, un repli identitaire qui n'aide pas à ce qu'on a? Est-ce que ce n'est pas devenu risqué pour un Cameroun qui se veut uni? C'est tout ça le sens de cette problématique de l'autochtonie, parce que déjà autochtone, c'est celui qui est lié au sol. Oui, justement. Donc il appartient, certainement, si on dit lié au sol, c'est qu'il est lié à un territoire, sachant que l'État va d'abord se définir sur le plan du territoire, pour ne pas peut-être le conclure territoire, population, gouvernement. Donc c'est un homme sur un territoire qui est certainement sous une autorité politique, c'est ça qui fait l'État. Donc lorsqu'on revient sur les problématiques de l'autochtonie, on va placer en relief le sol, donc l'appartenance au sol. Et cette appartenance au sol, quelque part, si cela n'est pas assez maîtrisé, ça pose des problématiques de repli identitaire, comme vous l'avez également évoqué, dans des conséquences de ce genre de revendications. Donc pour moi, l'autochtonie, il faut beaucoup prendre ce concept et cette notion avec beaucoup de réserve pour savoir comment la placer dans le débat. La placer dans le débat, c'est, vous dites l'autochtonie, quel enjeu dans le Cameroun? Je demande si aujourd'hui c'est une idée qui peut devenir un risque pour le pays. Mais justement, c'est une idée qui peut devenir un risque parce que vous voyez les élans dans notre pays, vous voyez les égos qui sont galopants.
vous voyez comment est-ce que les uns les autres ne savent pas se contenir dans ce qu'on peut appeler l'idéal républicain et donc partie d'abord de la nation. Je voudrais dire quelque chose. L'autochtone, pour moi, doit être considéré comme déjà un acquis, mais un acquis qu'il faut émanciper. Il faut l'émanciper. Vous avez vu dans cette philosophie de la loi, la loi que vous avez citée. La Constitution. Bon, en tout cas, la Constitution qui place tout cela, mais je veux dire dans la philosophie de cette... Ah, par rapport au maire, l'article 246, dans cette qui voudrait qu'on attache l'autochtonie à la posture du maire dans cette philosophie. Une ville. Je pense quelque part, il faut comprendre que celui qui a mis longtemps sur un territoire, maîtrisant donc les rouages de ce territoire, peut naturellement diriger ce territoire. Devenir un autochtone. Diriger ce territoire. Ah d'accord, donc le fait d'avoir décidé... Mais il n'y a pas une loi qui vous rend autochtone. Donc d'avoir décidé que le maire de ville, par exemple, soit un autochtone de la zone où il doit être maire, pour vous, vous trouvez que ce n'est pas une bonne idée? Non, c'est une bonne idée après un certain temps. Après un certain temps. Parce qu'il faut s'imprégner du territoire. Non, ça veut dire que pour vous, le lien avec la terre ne doit pas primer sur la durée de vie de quelqu'un dans une zone? Je vais associer les deux liens, c'est-à-dire le lien au sol d'abord pour celui qui est donc autochtone et celui qui vient sur ce territoire-là et qui doit s'apparenter au territoire ou qui doit s'assimiler au territoire. Ça doit prendre une certaine durée. Et là, il peut donc savoir comment revendiquer les problématiques de ces territoires. S'il faut revenir sur la... Vous savez que c'est ce qui fait problème aujourd'hui au Cameroun. Où on a des gens, justement, qui jugent qu'ils sont nés à Douala. Je prends le cas de Douala, qui est le plus problématique aujourd'hui. Et qu'ils ont grandi là-bas. Donc, ils ne trouvent pas pourquoi ils n'ont pas le droit de se présenter à certains postes électifs là-bas. Parce qu'ils ont mis long. Madame Rosalie. Mais votre test dit que c'est l'autochtone qui a ce droit. Mais non, il faut émanciper cela. C'est tout ça. On doit changer la Constitution à ce niveau-là. Quelque part, il faut l'amender. Il faut l'amender parce que, vous voyez, on dit que les sociétés se grandissent, la nation s'émancipe, on dit elle mûrisse, il faut revenir sur les propos de M. Césaire, pas du mûrissement d'une nation. Si cette nation mûrit, c'est que, quelque part, la population, avec ce qu'on peut appeler l'émancipation, donc l'évolution des mentalités, comprenons que le territoire, il est commun. Moi, je voudrais que nous comprenions, lorsqu'on dit l'État unitaire décentralisé, on a bien dit État unitaire, donc c'est-à-dire nous voyons d'abord la nation. Partons dans, voyons la nation, c'est partie des communautés. Et ces communautés qui ont en leur sein, donc cette autochtonie, partie des communautés pour embrasser la nation. À un moment donné, il faudra que les communautés se dissolvent dans ce qu'on peut appeler l'idéal d'une nation. Et à partir de cette dissolution, pour l'idéal d'une nation, on peut donc engager ce que je suis en train de défendre. C'est-à-dire quoi? Sur un territoire, quelqu'un qui a passé un certain nombre de temps peut postuler à la mairie, pour postuler à la députation, parce qu'il s'est imprégné du territoire. Je pense que c'est ce qui doit être... C'est vers là qu'on doit aller, d'après vous. Kotilendio, si on prend le chemin qu'il est en train de proposer Christian Okala, est-ce qu'on ne court pas le risque justement d'avoir ces peuples-là autochtones qui vont peut-être disparaître pour certains qui n'auront pas moyen de se battre avec les étrangers venus s'installer chez eux? Est-ce qu'on ne court pas le risque d'avoir certaines tribus qu'on n'entendra plus véritablement au Cameroun? Déjà, c'est presque le cas pour certains coins. Est-ce que si on décide d'enlever ces petites précisions que nous avons dans notre constitution qui protègent encore certains peuples parfois minoritaires, on ne court pas le risque de voir les gens se faire envahir par les gens qui viendront de partout et finalement de plus exister chez eux? Madame Guessele, dans une nation, si les institutions ne sont pas fortes et bien encadrées, il y aura des risques d'embrasement de ce problème d'autochtonie. Si dans une assemblée nationale d'un pays, nous n'avons pas les représentants dignes qu'il faut pour une nation et qui savent pourquoi ils sont allés là-bas, ça ne peut que apporter des problèmes dans ce qu'on appelle embrasement, risque en matière d'autochtonie, d'autochtone. Parce que dans un pays où les répartitions ne sont pas faites de manière judicieuse, équitable, de manière démocratique aussi, il y aura toujours problème à risque. Parce que
vous avez parlé de l'équilibre régional. Et vous avez parlé aussi de la décentralisation. Maintenant, le problème d'autotone ne peut même pas exister. Ça doit exister. Parce qu'il y a toujours les gens qui sont nés quelque part. C'est pour ça qu'il a parlé du problème du sol. Il y a des gens qui sont nés. Je propose qu'on oublie le problème du sol. On ne peut pas oublier le problème du sol. Il y a des gens qui sont nés quelque part. Et comme ils sont nés quelque part, il y a d'autres natifs de là qui sont nés ailleurs. Mais ils sont toujours du même village. C'est toujours des autochtones. On peut les appeler, il y a des autochtones résidents et des autochtones parachutés. Oui, parachutés. Oui. Vous êtes là, vous n'avez jamais été chez vous. Pourtant, vous êtes Bouddha comme moi. Moi, je suis né à Bouddha, j'ai grandi à Bouddha, j'ai tout fait à Bouddha. Et je maîtrise mieux le sol à Bouddha. Vous qui êtes né ailleurs, vous avez grandi ailleurs, vous ne maîtrisez rien. Quand vous revenez au village, vous ressemblez à un halogène. Pourtant, vous êtes autochtone. Donc, il y a plusieurs types d'autochtones. D'où l'idée d'émancipation. D'où l'idée d'émancipation. C'est là que je Parce que maintenant, celui qui revient, qui est considéré, comme vous le dites, halogène, donc étranger au sol, doit s'imprégner donc de ce sol-là, dans ces territoires pour pouvoir. Mais il faudrait donc qu'on l'accepte, qu'on l'intègre. Donc maintenant, le problème, puisqu'il est de là. Voilà, il est de là. Il n'a même pas besoin de s'intégrer. Le problème se pose sur ceux qui ne sont même pas de là. Voilà. Qui viennent maintenant et qui trouvent les natifs de cette terre et qui veulent s'imposer comme s'ils étaient aussi des ayants droit. Mais il faut toujours dire que le droit, chacun a le droit sur sa terre. Le problème encore, les politiques aujourd'hui, il faut dire que si nous connaissons même ce problème d'autochtonie où on en parle aujourd'hui, mais ça vient même un peu empiéter sur ce que le président de la République a dit, le vivre ensemble. Parce que si on veut créer un pays où on parle de multiculturalisme, on parle de vivre ensemble, on parle D'où il faut oublier l'autochtonie, non? Voilà, il faut oublier ce mot autochtonie et savoir que chacun est chez soi au Cameroun. Voilà à un moment donné. Que c'est un acquis qu'on doit émanciper dans la durée pour pouvoir aller vers la nation. Mais ça sera difficile. Mais il n'y a rien qui se construit sans difficulté. Mais ça sera difficile à cause des hommes politiques. Qui veulent... Quel homme politique? Mais c'est les politiques qui nous créent les problèmes. Je suis un homme. Vous savez qu'au Cameroun aujourd'hui, tu n'es pas président des partis politiques. Je dis donc qu'aujourd'hui, la politique a fait que les Camerounais soient confus. Et il y a les guéguerres sur... vous voyez des gens qui discutent parce qu'ils disent que les gens ont occupé leur territoire, il faut les chasser, parce qu'ils n'appartiennent pas à tel ou tel parti politique, il faut faire ceci. C'est ça qui crée le problème. Vous avez... Madame Gessela a parlé des titres fonciers tout à l'heure. Ouais. Alors, ça entre dans toutes ces choses-là. Et que même l'État est dépassé, la gouvernance est dépassée pour résoudre certains problèmes. Pourtant, si vous allez faire une étude au Cameroun aujourd'hui, nous sommes dans le centre. En majorité, vous allez voir la plupart de ceux qui y vivent dans les 90 mètres carrés, c'est les Algériens. Je voudrais vous... Qui sont là depuis, qui parlent déjà, qui sont là comme des autochtones déjà. C'est pour ça que je vous ai dit que si on revient à l'Assemblée, si on n'a pas des hommes forts à l'Assemblée nationale qui réfléchissent avant de légiférer sur des lois et décider de bons textes pour la nation, on va toujours signer des mauvais textes à l'Assemblée nationale. On a signé ça, cette histoire d'autochtonie à l'Assemblée nationale, je pense. Madame. Oui, ça veut dire que les gens dormaient là-bas le jour qu'on signait, ils n'ont même pas su que c'était un risque pour la nation. Vous n'allez pas insulter quand même. Mais je n'insulte pas. Mais pourquoi tu vois que ce que disent, c'est tous les insultes? Parce que ce sont des hommes politiques. Non, j'ai souvent vu comment on adopte les lois à l'Assemblée nationale. Le problème est que dans notre Assemblée nationale, la plupart des partisans sont des gravataires. Ils se construisent dans la durée. Les gens sont fatigués. Attends, fini, tu vas parler. Les gens sont gravataires, ils sont fatigués. Ils ne lisent pas, ils n'ont même plus les facultés, ils ne peuvent plus lire et étudier un texte avant la promulgation du texte. Ils
applaudissent. Nous avons des applaudisseurs dans notre Assemblée nationale. Et avec ça, vous ne voulez pas qu'on signe des projets et que ça crée des problèmes comment? Donc c'est pour dire... Hein? C'est ça qui fait le développement. C'est pour ça que vous avez les déchirés. Les déchirés ne viennent pas à l'Assemblée. Le problème est de guerre entre Bakassi. Le problème, non, pas le problème de nos eaux. Est-ce que tu sais que si on part regarder dans la matière de ce qu'on appelle autochtone et risque de déchirer, parce qu'ils sont en train de réclamer quelque chose qui les appartient. Quoi? Ils réclament quoi? Les gens de l'Élo, tu ne veux pas venir. Ça n'a rien à voir avec l'autochtone, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir comment? Ça n'a rien à voir. Je voudrais vous faire comprendre que l'autochtone est un acquis, donc c'est-à-dire appartenir en sol, c'est un acquis. Mais nous appelons République du Cameroun. Je reste avec vous. Je reste avec vous, Christian Okala. J'ai quand même une préoccupation. Vous pensez qu'au Cameroun, on peut réussir à vivre en oubliant qui nous sommes, d'où nous venons? Est-ce que ce n'est pas également essayer de développer une politique qui ne cadre pas avec notre réalité environnementale, ce que vous visualisez là? Parce qu'on sait qu'ailleurs, il n'y a pas 300 ethnies, il n'y a pas tout cela que nous avons au Cameroun. Est-ce que l'idéal ne serait pas de penser une façon de fonctionner qui cadre justement avec ce que nous sommes, que d'essayer de ressembler à d'autres qui n'ont pas le même problème que nous? Vous pensez que vous pouvez réussir à vivre au Cameroun en pensant que vous êtes Camerounais sans savoir que vous êtes du moins un tout bête, Eton, Aoussa, Yambassa, Bamileke et tout le reste? Même les réfugiés. Vous êtes convaincu que au Cameroun, moi je parle du Cameroun, on est capable de vivre en faisant fi de nos origines? Madame Rosalie, parce que c'est ce que vous appelez. Madame Rosalie Nguessele, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que c'est même parce que le Cameroun est comme cela qui doit être repensé. Repensé dans la mesure où on doit dissoudre ce qui nous pose problème. Ça nous fait pour bien nos identités. Ouais. Mais il faut dissoudre nos égos et aller vers ce que je peux appeler la nation. Qu'est-ce que tu mets dans ego? De reconnaître nos égos, ce sont ces replis excessifs. Voilà. Je suis tel, mais on est Camerounais. On doit aller vers l'État-nation parce qu'on s'appelle République. Mais on ne peut pas engager des grandes réformes si c'est qu'on est toujours dans ces replis identitaires. Voilà. On ne pourra pas engager même une sorte de diplomatie si c'est qu'on est dans ces replis identitaires. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas faire nation, on ne pourra pas faire l'Afrique. C'est cette balkanisation-là qu'il faut taire. Il faut la taire dans cette émancipation que je ne cesse de vous dire. Je place en relief l'émancipation. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir sur les mentalités. Constater avec moi que nos pays n'ont pas encore atteint un niveau d'éducation. Et donc, partant au niveau d'émancipation, si on n'a pas atteint un niveau d'éducation, c'est clair que nous restions encore dans nos nombrilismes. C'est cette appartenance sans laquelle on ne se sent pas nous-mêmes. Pourtant, le Cameroun, que nous voulons faire, duquel nous voulons faire une nation, doit briser ses égos. Je ne vous dis pas de ne plus vous reconnaître Eton comme ma mère l'est, de ne plus me reconnaître de Garoua comme mon père l'est, mais de reconnaître que nous sommes Camerounais, nous appartenons à une nation. Cette nation est dans un idéal, ça puise dans nos... Donc d'abord la nation et ensuite nos ethnies? Non. Ou bien d'abord les ethnies et après la nation? On échafaude nos ethnies pour atteindre la nation. Donc de nos communautés, la nation. Ça fait que la communauté reste simplement... C'est acquis, comme je vous le dis, c'est un acquis. Je suis Eton, je suis nordiste, je suis Boulou, je suis il a dit je suis une Bouddha qui est ma voisine, une maman qui m'aime beaucoup. Je suis une Bouddha. Mais vous montez vers le Cameroun pour vous projeter dans le monde. Lorsque vous arrivez à Paris, lorsque vous arriverez en France, ou bien je sais pas où en Suisse, aux États-Unis, à Paris comme Issaya Touré est tombé là-bas. Vous n'allez pas dire que vous êtes Bouddha, vous allez dire que vous êtes Camerounais. Tout à fait. C'est pour dire que ce sont les nations qui parlent. Ce sont les nations qui parlent. Mais même quand vous lisez les grands textes, on vous parle des nations. Vous lisez la Bible, on parle des nations. On ne parle pas d'ethnie. Alors il est du devoir, il appartient aux États, donc à ces États qui sont les nôtres, qui ont subi la colonisation et qui étaient des fragments comme ça et de part et d'autre. On parlait de sociétés diffuses et dans ces micro-États qui doivent aller ensemble. Il faut abandonner certains égos. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est de cela le devoir de la Constitution des Nations. Pourquoi est-ce que nous n'y parvenons pas? Parce que la démocratie existe de nos jours. Ceux qui sont parvenus dans les très grandes nations européennes, c'était des dictateurs. Mais vous ne voulez pas qu'il y ait des dictateurs qui vont vous dire que, en fait, la dictature, c'est qu'on impose. On impose une langue nationale, on impose qu'il y ait
une façon de concevoir le pays, une façon de concevoir l'institution, parce que l'institution part de nos pratiques quotidiennes. On institue. Donc, on part de ce qui existe pour instituer. Mais on ne peut pas partir de ce qui existe, sachant que cela contient déjà des égos. Et on va instituer quoi? Nos égos. Donc, pour vous, le fait d'avoir mis autochtonie dans notre constitution, c'était une erreur. Non, c'est une reconnaissance. Non, on va pas jouer avec les mots. On ne joue pas, madame. On ne va pas jouer avec les mots. Si c'est un acquis, pourquoi est-ce qu'on a du mal à construire dans une nation en tenant compte de cette autochtonie? Parce qu'on s'appuie sur l'acquis pour se projeter. Justement, on dit la même chose. Personne ne se projette. Vous dites que on a des tests, d'accord? Et dans les tests qui sont écrits, vous dites qu'il faut que celui qui fait la dictature, bon, chez nous, la dictature, c'est censé être le Parlement. Le Parlement a dicté que chez nous, au Cameroun, l'autochtone, c'est lui qui doit être à la tête de tout ce qu'on va élire dans sa zone. Il faut qu'il ait cette place-là pour qu'on ressente qu'il est chez lui. C'est problématique. Peu importe tout ce qu'on met autour de lui, on doit s'assurer qu'il fait partie de cela. Sinon, après lui, il disparaît et tout le monde vient s'installer chez lui, on l'oublie, sous prétexte qu'il n'a pas la capacité de bagarrer. Alors, pour être sûr que tout le monde sera content, d'abord sur sa terre, comme il parlait, le dictateur, celui que toi tu appelles le dictateur, là, chez nous, là, c'est encore le Parlement qui a voté les lois. Et la loi, là, dit que celui qui est là-bas, même si vous êtes 30 élus là-bas, c'est lui qui est le représentant de cette zone-là. Et c'est valable dans les 10 régions du Cameroun, pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se sente lésé. Pourquoi est-ce que pour vous, ça devrait être un problème aujourd'hui qu'on devrait annuler pour permettre involontairement qu'on ait un enfant, je prends un Tubet du Nord, qui vient d'être au siège là ici pour la mairie, ils vont se retrouver avec 2 enfants de chez eux dans le même Cameroun, et qu'à la longue, on est ce que vous appelez, qu'on doit oublier là, nos origines. Il y en a qui vont commencer à dire que nous, on est même originaire d'ici, maintenant on est même dirigé par les gens qu'on ne connaît pas d'où ils viennent. On est seulement là si on les regarde. Tu ne vois pas qu'on court même le risque que c'est à ce moment-là que l'explosion arrive? Est-ce qu'ils dirigent pour accomplir ce dont vous avez besoin? Le problème n'est pas, il vient d'où? Si les Camerounais, ils dirigent pour accomplir les réalités locales qui sont les vôtres, il ne faut pas lui tenir rigueur. Ce que je voudrais dire. Ah, c'est ton regard. Vous voyez que les sociétés ne sont pas fixes, elles ne sont pas figées. Les sociétés sont au Cameroun. Toutes choses est en mouvement. Au Cameroun. Mais je vous parle du Cameroun. Ah, d'accord. On est parti de J'ai cru qu'on était sorti du pays. On est parti de beaucoup de choses pour arriver à la République du Cameroun. Toutes ces étapes-là montrent l'évolution politique du Cameroun. Et de cette évolution politique, on ne peut pas ignorer l'évolution sociale. Alors l'évolution sociale voudrait aussi quand même que le capital... Évolué. Pardon, madame? On a évolué. Mais on est parti de la République fédérale pour la République unique. Non, tu as dit social. Mais la République, au niveau du social, moi, c'est ce que je voudrais donc convoquer. Au niveau du social, si c'est comme dans la superstructure de l'État, qui sont les institutions qui nous gouvernent, mais la réalité locale n'étant pas assise sur la construction de ces institutions-là, ou bien sur ce que ces institutions reflètent, mais on est en train d'échouer. D'où je vous ramène dans l'émancipation et de considérer que l'autochtone qui est lié au sol est un acquis, il va simplement dire sur le plan historique qu'il appartient à... Non, il ne veut pas être historique, il ne veut pas entrer dans l'histoire. Le maillage territorial, parce que la fixité n'existe plus, on est sédentaire. Je pense monsieur dit qu'il est de Bouddha, mais il n'est pas en Bouddha ici. Il est à Yaoundé. Oui. Il vit à Yaoundé. Ça ne lui donne pas, ça ne lui donne pas. C'est ça le maillage territorial. Tout cela permet qu'on vive, et vous parlez du vivre ensemble. Il a évoqué le vivre ensemble, je pense que c'est où le on vit ensemble sans déraciner les autres de chez eux. Tout son sens. On a déraciné personne. C'est ce que l'autochtonie qui est dans notre constitution dit. C'est une réforme qu'il faudra voir parce que vous voyez que ça pose des problèmes. Et ça nous permet pas de nous projeter vers la nation. C'est lorsqu'on aura tué les autochtones chez eux qu'on va bien se projeter avec la nation. Quand vous pensez à la mort? Non, on ne va pas jouer avec les mots, c'est une réalité. Je vous ai dit. Je prends le cas de certains coins, bon, je ne vais pas dire perdus, mais certains coins du Cameroun où on n'a pas un développement qui est très vite arrivé en termes d'émancipation. Et qu'après tout le monde, parce qu'il se sent plus lucide, plus évolué, plus décide d'aller diriger tout le monde là-bas. À long terme, ceux-là finissent par se terrer. D'ailleurs, même il y a une race que chez nous, j'allais dire qu'une ethnie chez nous, qu'on a même déjà oublié, les pygmées. Et ils ne sont même jamais comptés sur rien du tout.
À votre avis, vous avez l'impression que si on leur a demandé leur avis... Pour moi, les Pygmées font partie de ce qu'on peut appeler un patrimoine national. Pourquoi ils devraient être un patrimoine? Parce qu'ils sont... Mais ils devraient être pris en compte au Cameroun comme tout le monde. J'ai dit un patrimoine national, c'est d'abord une valeur que je Non, laissez les grandes à côté, si on te considère comme un pot de fleurs... On n'a pas empêché que le Pygmée soit la fonction publique, on n'empêche pas que le Pygmée soit dans une institution ou bien même ici à l'Info TV. Je ne l'ai pas dit. Ce que je dis, c'est qu'il faut reconnaître la valeur de ces autochtones ou bien de ces autochtones. Et les laisser là-bas au coin. Pas les laisser au coin, mais aller vers quelque chose de plus grand. Cette chose de plus grand, c'est quitter dans la dimension... Sans eux. Mais je n'ai pas dit ça. Mais quand tu valides qu'on doit les oublier. Finalement, vous voulez dire quoi? Est-ce qu'il faut construire la nation dans le sens de, c'est pas de votre équilibre régional, parce que c'est vers ça, c'est là que vous tenez peut-être votre rejet de mon analyse. Personne ne rejette votre analyse. Comment tu dis qu'on rejette? On est en train de développer, on s'accompagne. Est-ce qu'on va faire sans eux? Mais c'est pour te pousser à expliquer. La méritocratie. On en arrive donc à ce que... C'est la démocratie des talents. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de talent, on vous soyez autochtone. Mais attendons, on ne va pas travailler pour construire avec des gens Je voulais vous amener à dire au fond que vous devez penser qu'il était ça. Parce que vous avez tourné en rond pendant longtemps, là vous venez de cracher le morceau. C'est de ça qu'il s'agit, et c'est même là le cœur du débat, parce qu'il y en a justement qui trouvent que le monde d'aujourd'hui est un monde de rapidité, que le meilleur soit partout, et que tout le monde... Voilà, justement, donc ce qui fait que ça crée un autre problème aujourd'hui, où on a ceux qui se sentent très forts, qui jugent qu'ils vont venir trouver ceux qui sont chez eux parce qu'ils sont un peu faibles, et ils vont les malaxer et s'installer, et ça commence à créer des frustrations. Ça peut choquer, mais j'ai des expressions qui montrent très bien la réalité sur le terrain. Et c'est ça qui fait tension aujourd'hui, vous le savez, M. Lendiou. Oui, madame, c'est le vrai problème. Il faut que je vous explique même. Ce problème a une gravité aujourd'hui parce que quand vous voyez dans... Je veux dire que ça fait partie de la malgouvernance. Parce que quand vous voyez aujourd'hui dans les localités décentralisées, le problème d'autonomie, vous devriez, c'est-à-dire que le peuple devait vivre avec leur administré. C'est-à-dire que, comme vous avez dit tout à l'heure... Les administrateurs plutôt. Les administrateurs, ça veut dire que à la mairie, on devrait trouver dans toutes les mairies du Cameroun les natifs de là et qui vivent... S'ils ont été élus, il faut... Mais s'ils ont été élus, il faut pas les... Quand je parle des élections, c'était même dit. On doit arrêter les femmes. Au Cameroun, on prend il y a des bons textes à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, le président de la République prend des bonnes décisions. Hein. C'était dit que pour être maire dans une localité, tu dois être autochtone et résident. Et tu dois vivre sur place pour connaître les problèmes des villageois. Je suis d'accord avec Mais aujourd'hui, la majorité des députés à l'Assemblée nationale... Autochtone, ça ne veut rien dire à un moment donné. Hein? Autochtone, ça ne veut rien dire. Je sais, j'en viens. Mais il faut d'abord que les autochtones travaillent dans leur localité. Parce qu'on ne peut pas exclure ça. Tu ne peux pas ne pas être autochtone de mon atelier. Tu viens là-bas, tu es de l'Ouest. Tu viens dire que tu dois être élu, mais il y a quel problème? Mais il y a un problème d'autonomie. À un moment donné, tu ne seras pas en phase avec la population. La population doit te rejeter. Je parlais de la durée sur le territoire, sur le sol. La population doit te... Mais pour qui Et là, j'ai riche votre concept de résider sur le territoire, donc de la résidence permanente. De cette résidence permanente, vous pénétrez dans les préoccupations légitimes des populations. Et vous devenez légitime, même si vous n'êtes pas légal, s'il faut considérer... On peut être légitime après avoir mis un certain nombre d'années. Vous ne pouvez pas venir... Parfois, on n'est même pas prophète chez soi. Voilà, c'est ça qui fait problème. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous trouvons à la tête de nos mairies, de nos institutions, dans les gens qui ne devraient pas être là. Les gens qui ne sont même pas connus des villageois. Et c'est pour ça que, même à l'Assemblée nationale, les gens ne vont pas là-bas défendre les problèmes des collectivités. C'est pour ça que ça fait problème. De problème d'autonomie, parce que c'est ça vient aussi bloquer le processus du vivre ensemble, tant demandé par le chef de l'État. On a mis sur pied, vous l'avez dit qu'on a nommé, il y a une commission de bilinguisme, voilà. Alors, vous voyez qu'il y a toute une...
et tout. Il y a tout. Je crois que le gouvernement a mis sur pied un canevas des institutions qui pouvaient rapprocher, c'est-à-dire que résoudre beaucoup de problèmes dans ce sens, mais rien n'est respecté. Vous dites une chose et son concret. Vous voulez ériger et célébrer le vivre ensemble, mais vous ne comprenez pas que ce vivre ensemble dépend ou dépendrait du fait que quelqu'un quitte le territoire qui est le sien, c'est-à-dire il est autochtone, ce qui est une acquisition pour moi naquis, de quelque part pour venir vivre ensemble avec des gens. Mais est-ce qu'on a un problème de vivre ensemble au Cameroun? Mais c'est ça, c'est tout ça le problème. Non, moi vous n'acceptez pas que quelqu'un puisse je n'ai pas refusé ça. Autochtone. Je n'ai pas refusé. Non, est-ce que vivre ensemble signifie se faire? Ça ne veut pas pour autant dire que si je viens vivre là-bas au nord et que j'ai vécu là-bas longtemps, je ne suis pas considéré comme si j'étais pas chez moi au Cameroun. Pourquoi vous refusez donc? Non, on ne refuse pas. On ne refuse pas, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a les natifs du nord. Il y a les autres. C'est un acquis, mais c'est pas ça. C'est un acquis d'abord pour les autochtones. Pourquoi vous voulez? Ça veut dire que pour gérer la mairie, je peux être à la mairie comme conseiller. Ne l'imposez pas donc à diriger si c'est qu'il n'est pas compétent pour diriger. Bon, parce qu'il est autochtone. Ce n'est pas moi qui vote les lois à l'Assemblée nationale. Ça, il faut dire que ceux qui vont à l'Assemblée nationale voter les textes. Il faut réfléchir là-bas avant de voter n'importe quel texte. Vous avez vos problèmes avec les gens. Non, je n'ai pas de problème. C'est là-bas qu'on décide. C'est au lieu de l'institution, c'est là-bas qu'on décide des textes. Vous-même, vous célébrez cette autochtonie ici. Ça veut dire que si vous étiez à l'Assemblée nationale, vous feriez pareil. Mais en principe, le chef de l'État avait demandé que, pour être élu maire, bon, j'avais vu, il y avait un test. Il faut que tu vives sur. Les maires doivent être natifs et vivent sur place. Parce qu'on a constaté que la plupart des maires vivent à Yaoundé, à Douala. Ils ne vont jamais travailler dans leur localité. Ils prennent de l'argent, ça finit à Douala. Même les députés. Il y a un député qui ne connaît pas leur localité. C'est l'esprit des institutions de nos pays. C'est l'esprit politique de notre pays. Ça veut dire que les institutions sont fortes ou elles sont faibles? Bon, moi, je ne sais pas. Mais pourquoi tu ne sais pas? Moi, je te dis qu'on a les je vous ai dit depuis qu'on a un problème. En tout cas, vous êtes une illustration que cette question d'autochtonie n'est pas près de finir au Cameroun. C'est pas fini. On va encore en parler et en parler. On va finir si on parle des nations. Ouais. Tout le monde ne va pas réfléchir comme toi. Acceptons je vois là où tu vas acceptons ça. Nous sommes la République du Cameroun. Mais il faut d'abord éduquer. On n'est pas le Cameroun autochtone, ou c'est pas État autochtone. Donc c'est ces histoires. D'abord, ce mot autochtone, on parle comme ça. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, les mecs, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc pour eux, c'est pour ça que la politique au Cameroun est venue tout gâteau. C'est la politique. C'est la politique. Parce qu'aujourd'hui, chacun veut seulement se mouvoir, chacun. Et comme il a dit, c'est le culte de soi. Chacun veut travailler pour soi et non pour servir la nation. Chacun veut travailler pour soi et non pour servir le pays. Chacun est là, c'est-à-dire le maire, il travaille pour lui. Et pour faire une digression, monsieur Lemdio, pour faire une digression, on n'est pas homme politique parce qu'on est président d'un parti politique. Tout à fait. On est homme politique parce qu'on ne prend pas l'activité politique de son pays. Tout à fait. Qu'on ne prend pas aux élections et parce qu'on fait le débat politique, c'est-à-dire on n'a aucune politique. Mais quand vous voyez les orientations au Cameroun, vous m'avez dit que vous n'êtes pas président d'un parti. Ouais. Ça va une certaine pensée limitée de la politique. Bon. Bonsoir madame, juste pour saluer et vous dire que j'admire votre pêche, la bonne humeur et la joie de vivre que vous distillez au quotidien. C'est Simplice Menoba qui nous écrit depuis Bafoussam. Ce soir, ce problème d'autochtones halogènes est un poison insidieusement inoculé dans la population par les hommes politiques du pouvoir qui ont lamentablement échoué. C'est une technique populiste pour calmer la population qui broie du noir au quotidien. Hôpital, école, marché, stade, vide tous les jours, les Camerounais n'ont pas de problème. Dès qu'un homme politique apparaît, les problèmes commencent. C'est pour ça que j'ai demandé si on avait les problèmes de vivre ensemble, hein, puisqu'on se coupe bien une bière, il n'y a pas de souci. Je pense que le problème, il est plus profond que le vivre ensemble. Peut-être c'est le manger ensemble qui est le vrai problème. Bonsoir. Rosalie, pourquoi prendre le risque de faire disparaître une tribu composante du territoire national? Allons-nous donc parler des tribus qui disparaîtront à cause du surnombre des personnes visiteurs qui au demeurant n'ont aucune relation avec les coutumes du village, qui viennent envahir? Nous sommes d'abord des tribus avant de devenir république. Il faut que ça se sache. Monsieur Okala veut l'explosion du Cameroun. C'est monsieur Dissake qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir madame, cette histoire d'autochtone
autochtone est juste politique. C'est devenu juste ce que le pouvoir donne comme gâteau. Un de mes amis pour bouffer Yaoundé Bafoussam et Douala est dirigé par des maires autochtones. Pourquoi Yaoundé, Douala, Bafoussam sont sales? J'ai l'impression que les maires là ne développent pas les coins et c'est ce développement que les populations ont besoin. Ainsi, il faut que chaque maire à la fin de son mandat montre ce qu'il a produit comme développement, car je ne vois pas ce que la nomination apporte dans une ville quand il n'y a pas de développement. C'est le développement qui est le bien collectif, qu'on soit autochtone ou allogène. C'est Paul qui nous écrit depuis Douala. Moi qui suis né dans la zone d'Ongola il y a 6 décennies et quelques bougies, je suis ahuri d'entendre ces mots du vocabulaire Larousse autochtone allogène. Pour des divisions, et vivre plus tard des batailles fratricides parce que des espaces environnementaux convoités pour diverses raisons primaires. Il faut une prise de conscience au sein de la population avec l'intervention de l'État dans son slogan de vivre, manger, boire ensemble et éviter des crises intertribales. Malheureusement, c'est le pouvoir politique qui tue notre unité dans une excroissance intertribale. Vous n'avez qu'à regarder les mariages intertribaux avec des enfants se retrouvant dans 2 régions issues des géniteurs. Moi, de la Sanaga maritime, dans mes investissements depuis quelques décennies dans mon Ongole Wundo. Vais-je porter mes biens sur ma tête pour le village Ona? Impossible. À l'État d'intervenir dans ce vase où la nature nous a diversifiés. C'est Masok Thomas. Autre réaction, bonsoir le panel. J'espère que bien que c'est le mot autochtone qui a pour synonyme allogène. Celle-ci, c'est le cas. Je ne comprends pas l'explication du jeune sur le plateau qui commence par donner ses terrains aux maires qui ont déjà mis plus de temps que chez lui, que ses frères-là. Ah, voilà, il s'est ajusté. Antonyme, autant pour moi. Fabi, depuis Bonapriso. Justement là, on est d'accord, Fabi, sur la définition. J'ai eu peur tout à l'heure quand j'ai vu synonyme. Bonsoir Rosalie. Respecter l'autonomie sera la mise à mort du vivre ensemble et la naissance au risque d'un éventuel génocide. C'est une bombe à retardement cette affaire. C'est Achille qui nous écrit depuis Malabo. Bonsoir Rosalie. Allant dans le même sens des décès. Bon. C'est vrai que je n'ai pas ouvert. Rebonsoir à vous. Retenez que les autochtones sont des natifs identitaires d'un lieu donné. Mais le risque, c'est que ceux qui ne comprennent pas le sens idéologique de leur localité. Si vous voyez aujourd'hui, ce sont les allogènes qui développent nos localités. Qu'on nous laisse ça. C'est Vincent Ateba qui nous écrit depuis Yaoundé ce soir. Autre réaction enregistrée. Bon, ne m'envoyez pas les vidéos ou les... Salut Rosa, c'est un débat très excellent, mais qui nous éloigne de l'Union africaine. C'est Amara qui nous écrit depuis Abidjan ce soir. Bonsoir Rosalie, selon le monsieur en veste, le vivre ensemble, c'est venir me commander chez moi. Nous pouvons vivre ensemble éternellement sans que tu ne me commandes. Bonsoir le panel, Madame Rosalie, l'autochtonie devrait être anachronique chez nous. Si l'on se réfère à l'histoire, le Cameroun est un territoire constitué d'un conglomérat d'immigrants. C'est la colonisation allemande qui est venue établir cette autochtonie, excepté les Pygmées et les Sao qui ont disparu. Maintenant, lorsque l'on parle de la nation camerounaise, ce terme constitue un obstacle à l'intégration nationale. Dans le cas contraire, que le Cameroun devienne donc une pluralité de villages où chacun devra développer son ethnie et la nation camerounaise disparaîtra. Ne parlons donc plus des lions indomptables, sauf que de la nation camerounaise. Avec Nego, depuis Oyomaba. Madame demandait, bonsoir madame, le problème au Cameroun, c'est l'application facile des lois. Il est fort probable que dans certaines régions, dans ces quelques années, on se retrouve avec des gens d'autres régions qui pourront défendre leur cause dans ces instances législatives. Les législateurs ne sont pas fous. Arrêtons la démagogie. Il n'est pas normal qu'un étranger vienne prendre la place d'un autochtone. Moi, Josué, depuis Douala, madame, demandez s'il vous plaît au monsieur en veste si un chef du village est chef partout. Qu'il comprenne que la terre a fait des choix de vie commune.
Autre réaction enregistrée ce soir. Bonsoir madame, très belle émission. Le monsieur Invest est hors sujet, il ne maîtrise pas le thème de débat. Un Bamileke ne sera jamais un boulot, ni un nordiste, ni un bassa. Chacun a son village. Ça ne peut pas changer. C'est Jean-Pierre qui nous écrit. Bonsoir madame, on devrait juste exiger aux élus de résider dans leur localité. Le débat sur l'autochtonie est un faux débat si on veut construire une nation. Autre réaction, bonsoir Rosalie, le monsieur Invest est un pur idéaliste vivant dans les airs. Ateba depuis Yaoundé. Bonsoir la Rose. Là, on est de quel côté? 213. 213. L'Algérie. Voilà. On est en Algérie. Bonsoir la rose divine. Ce concept d'autochtonie est un héritage colonial. Nous sommes d'accord qu'il existe des autochtones et des allogènes, mais ces deux branches ne doivent pas être utilisées comme des instruments de politique politicienne, surtout pas des individus hors la loi, et des gangsters violents et malhonnêtes qui ont tout échoué et qui ont opté par ce concept pour pouvoir trouver un échappatoire. Autre réaction enregistrée, bonsoir. Ceux qui ne veulent pas entendre parler de l'autochtonie disent également que le Camerounais est partout chez lui. Mais pourquoi choisir souvent Yaoundé et Douala pour faire les marches alors qu'on peut aussi les tenir à l'est lorsqu'on veut manifester? C'est parfait qui nous écrit. Bonsoir madame. Au Cameroun, le véritable problème est celui de l'intégration nationale. Une fois sur un territoire étranger au vôtre, il serait important de s'intégrer en tout dans la localité qui vous accueille. Sais-je depuis Bolova. Bonsoir ma rose préférée. Nous venons tous de quelque part dont nous avons un lien ancestral avec nos terres d'origine. Chaque communauté a ses us et coutumes avant l'État. Les chaufferies traditionnelles existaient déjà. Aujourd'hui, nous voyons des élus de la nation qui sont élus dans leur localité précise, mais investissent plutôt dans leur village. Ils viennent juste chercher un mandat ailleurs. C'est Cyril qui nous écrit ce soir. Bonsoir la rose divine. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est pas évident tous les jours, mais cette question d'autochtonie va bientôt nous diviser au Cameroun. Les uns et les autres s'amusent avec, mais qu'ils sachent que ça ira très mal. Bon, j'ose croire que ça ne va pas exploser vite et qu'on trouvera une occasion de réconcilier les uns et les autres. Bonsoir Rosalie, tu as un fan club ici à Mvengue. Nous sommes déjà à plus de 30 personnes qui suivront le grand soir. Merci beaucoup, c'est un bonheur de le savoir. Vous savez, j'aime à le dire, sans vous, moi je suis rien. Je ne suis qu'un instrument dans les mains d'un modèle, on dit quoi, un potier qui me modèle et qui m'a... Et qui serait Dieu. Par exemple. Et peut-être le Cameroun. Donc il faudrait dire plutôt merci à Dieu donner une vin de m'avoir placé ici. Rebonsoir très cher aîné. Je vous rends déjà hommage, Madame Guessel. Je vous vois demain à Africa 24, France 24 ou RFI. Votre place n'est plus ici. Bravo Madame Machine depuis. Je vous aime. Oh là là, moi-même je t'aime. Je te connais pas, mais ce que tu dis me va droit au cœur. Même si déjà je te promets que RFI ne peut pas me voir. Voilà, parce que vous êtes panafricaniste. Oui. Allons-y. Comment tu as su? Tous ces médias ont un idéal caché en arrière-plan que dans le métier nous maîtrisons. Donc il y a des chaînes dans lesquelles vous ne me verrez pas parce que je suis sûre que mon regard ne peut pas cadrer avec. On est incompatible. Et je crois que RFI en fait partie. Sorry. Donc ne me vois pas de ce côté-là parce qu'il n'y a aucune chance que je dépose mes valises. Même si on me proposait 10 millions de salaire, ça ne marchera pas. Okay. Ça va être comme son ami deux piquants, côte à côte. Alors on prend une transition et on revient pour la dernière thématique. Bonsoir, de lundi à vendredi, on est ensemble jusqu'à 18h52. C'est encore le cas aujourd'hui. Et on va parler à présent, je le disais au début de cette émission, le ministre Yébé ici qui a fait cette sortie pour appeler tous ceux-là qui ont une grosse boulimie financière et foncière autant pour moi et qui ont entassé des titres fonciers. On le sait au Cameroun, la règle, combien de titres fonciers quelqu'un peut avoir. Mais on en a aujourd'hui qui ont 50 titres fonciers,
5 000 hectares de terrain à titre individuel. Et le ministre a trouvé que c'est illégal. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse redistribuer les terrains au Cameroun, parce qu'on sait déjà que ça fait problème et qu'il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont même plus un espace chez eux où ils sont originaires, d'où le lien peut-être avec le sujet précédent. Il a donc demandé à ceux-là, pour l'instant, volontairement, de venir déposer tous les titres fonciers avec les explications qui vont indiquer où se trouvent ces différents terrains au Cameroun afin que officiellement on puisse leur restituer la quantité à laquelle la quantité qu'ils méritent et que le reste puisse redevenir un patrimoine du pays qui sera peut-être redistribué à d'autres Camerounais qui en ont besoin. Sauf que ça semble inquiéter un tout petit peu ceux qui ont 50 titres fonciers. Et nous, on se pose la question, vont-ils obéir quand il est dur? Iront-ils avec les titres fonciers et les références pour permettre au ministre Yébéa ici de faire le tri et d'enlever certains titres fonciers, c'est possible? Ou bien on s'achemine avec une vraie guerre alors au Cameroun? Comme quelqu'un a dit, c'est là où ça va commencer. Je voudrais commencer par féliciter ceux des ministres d'État qui se démarquent ces dernières années par leur clairvoyance à gérer le département ministériel. Parce qu'il faut noter par là que dans le domaine foncier au Cameroun, c'est de la catastrophe. C'est là où il y a beaucoup plus de sorcellerie. C'est-à-dire du vol, du brigandisme pour obtenir l'autorisation, le permis. Quand vous déposez même vous allez dans les services des domaines, les enregistrements et tout, c'est coûteux. Les gens vous taxent des sommes faramineuses qui ne répondent sur aucune base. Depuis que le ministre Yébéa ici a commencé à faire un toilettage, je crois que ce problème a démarré à l'Assemblée nationale, où les députés de l'opposition, il faut le dire, parce que les députés du parti en place ne peuvent jamais soulever ce genre de problème. Et ça nous fait problème. Quand on a des institutions non équilibrées, et que les autres sont là seulement pour accompagner l'inertie, alors que le chef de l'État demande aux Camerounais de l'aider contre l'inertie. Vous avez des élus du peuple qui ne comprennent rien. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut l'âge. Il faudrait même qu'on redéfinisse l'âge de ceux qui doivent nous représenter dans nos assemblées nationales et dans les mairies. Et même au Sénat. Ce n'est pas des lieux de retraite où les gens gravatés, les gens sont là, ils n'entendent même plus. C'est quand on applaudit, ils sautent aussi de leur sommeil, ils applaudissent. C'est des maisons de pensée. Le politicien là. Si vous ne refusez pas à l'Assemblée nationale, si au Sénat, s'il n'y a pas de tête penseurs, les jeunes, on ne peut rien faire dans ce pays. On va augmenter le prix de la carte d'identité comme on le fait chaque jour. On va augmenter tout chaque jour. Ça ne va rien dire à personne. Donc, quand le ministre prend sur lui le courage de demander aux gens, il sait à qui il s'adresse. Mais on a quand même eu un souci, pendant qu'il demande aux autres de venir comme ça. Lui-même, il a arrêté, il a annulé son arrêté qui rétrocédait près de 5 hectares du côté de Bastos. Il a annulé son arrêté, non? Il a annulé. Mais c'est pour vous dire qu'il avait validé qu'on le remette, et puis il a encore annulé. Donc il a récupéré 5 hectares. Donc je dis donc qu'il faut déjà avoir, dans ce gouvernement, il faut d'abord avoir le toupet. Il faut avoir le risque de faire comme Betty à ce moment-là fait dans l'armée dernièrement, en excluant tout un pléthore de faux diplômes qui ont composé. Voilà un ministre qui appelle les Camerounais à ramener tous leurs titres fonciers. Ça veut dire qu'il sait à qui il s'adresse. Ce n'est que ces gens-là. C'est pour ça que quand on parlait de période d'autonomie et du repli identitaire au village, vous avez des villageois qui n'arrivent même plus à vivre chez eux au village. Ils n'ont plus de terre. Parce qu'un soi-disant élite est venu acheter tout le village. Jusqu'à acheter la chefferie. Vous n'avez plus rien, il est titré. Et je me pose la question à savoir combien faut-il d'argent à un être humain pour être satisfait dans la vie ici-bas de Rosalie. Parce que
ces mêmes personnes qui ont 1000 titres fonciers, 5000 titres fonciers, sont des milliardaires. Ils ont tellement détourné des milliards dans le budget de fonctionnement, d'investissement, qu'ils continuent à vouloir, c'est-à-dire que, comme ça, occuper toutes les terres, et parfois pour ne pas les utiliser, pour les louer aux Chinois, aux expatriés. La plupart des terres sont payées dans les fonds parce qu'ils les louent aux Chinois qui viennent faire la culture de riz et les exporter chez eux. Vous voyez, tout est cher ici parce que quand une structure, quand une société veut s'installer au Cameroun, ce sont ces mêmes gens qui vont amener la société à mal travailler, à ne pas bien payer les salaires, à ne pas bien payer les taxes au Cameroun. Le titre foncier, ça fait problème. Aujourd'hui, pour obtenir même ce titre foncier, heureusement que le ministre est en train de veiller. Là-bas, surtout, il faut aussi reprocher les gens du ministère. On ne peut pas signer le titre foncier ce matin. Le soir, on est en train d'annuler le même titre foncier. Le lendemain, on remet le même titre foncier en fonction. Donc, il faut faire une étude sur le terrain. Ça prouve qu'il y a du cafouillage. Et comme la corruption, nous savons que la délivrance d'un titre foncier, il y a toujours la corruption qui peut manquer. Bon, moi, je suis le travail est profond. Je peux déjà apprécier le fait qu'il ait appelé tout le monde, tous les Camerounais, à ramener. Bon, je crois que ça s'adresse à ceux qui ont plus de 2 titres fonciers. Plus de 50. Voilà. Plus de 50. Il y en a qui ont 50 titres. Mais il y a plus 50 hectares de terre. Voilà. C'est pour ça que je dis que si quelqu'un a que ces 2 titres fonciers, ça ne le concerne pas. Parce que là, il a juste. Un qui a 100 hectares dedans. Vous avez un problème. Les gars sont très dangereux. Je vais vous prendre un autre exemple. Ici, au Cameroun, c'est comme si même déjà. C'est comme si ces gens qui achètent des terrains sont devenus intelligents, qui font le blanchiment d'argent. Bon, passez près des rues de Yaoundé, les endroits qu'on appelle accidentels. Vous trouvez les sociétés Congelcam, les gens qui construisent là-bas, allez sur l'axe présidentiel là. On a mis la barrière sur la zone où on disait que c'était les domiciles des ambassadeurs. On me dit que c'est un privé qui a acheté là-bas. Vous ne savez pas qui vend le terrain à Yaoundé. Et à qui vend à qui? Il y a en face de la mairie de Yaoundé premier. On a encerclé à partir du feu rouge jusqu'à côté de la présidence. On a mis la barrière, on dit que c'est un particulier. Et bientôt vous allez voir les boutiques, les maisons sorties là-bas. C'est un particulier. Vous ne savez pas comment il a fait pour construire dans le domaine de l'État. Donc, moi je pense que, je ne sais pas si le ministre va réussir. Hein. Il faut vraiment... C'est la question justement que j'avais posée à M. Christian Okala. Est-ce que ce périple dans lequel se jette M. Yebia ici, qui est d'ailleurs très contesté ces derniers temps, on lui attribue également la possession des titres fonciers en quantité industrielle. Dans son village. Ce qui fait déjà couler beaucoup d'encre de salive. On ne sait pas si c'est vrai, mais on lui attribue plusieurs titres fonciers, puisque je parle de celui d'ailleurs qu'il a annulé il y a quelque temps du côté de Bastos. Est-ce qu'il peut réussir cette bataille qui veut ouvrir, qui est pourtant légitime, hein, et qui pourrait peut-être freiner les tensions qui vont sans cesse grandissant, parlant du foncier au Cameroun? Est-ce qu'il peut réussir ce challenge? La problématique, elle est assez polémiquée parce que la loi qui encadre, mais la loi déjà dans sa base, la loi qui doit orienter tout le monde n'est pas prise en compte. Je pense que s'il faut régler le problème du foncier, déjà que c'est un lieu de transit. C'est un lieu de transit, c'est un lieu d'échange. Je reviens sur le propos de M. Lemjo qui dit que déjà qui vend même et qui achète. C'est-à-dire que le particulier qui achète, qu'on peut considérer comme client, et le propriétaire foncier qui vend. On ne va pas venir acheter un village s'il n'y a pas eu de vendeur. Donc moi j'en appelle toujours à la conscience de certains qui sont aussi voraces, dans le sens de pouvoir toujours tendre la main. Quand ils ont même vendu, c'était qu'est-ce qu'ils en font de l'argent? Parce qu'il faut peser toutes les tendances. Il ne faut pas accuser seulement les acheteurs. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, moi je suis un peu capitaliste, il va acheter pour pouvoir investir. Encore faut-il qu'il investisse justement pour la grandeur de la nation.
je pense que le ministre doit aller sur le plan de la réforme. Maintenant, la réforme va engager toutes les parties prenantes. Comment limiter les achats? Comment orienter les achats? Vous avez parlé même de la procédure qui est déjà un peu en mal parce que non seulement elle est boiteuse, mais après on constate qu'il y a une pléthore de titres fonciers, parfois qui ne sont même peut-être pas enregistrés. On parlait d'enregistrement tout à l'heure. C'est dit qu'à un moment donné, il faut que nous fassions une sorte d'arrêt. Le ministre doit faire une sorte de communication, comme il a fait une sortie, et maintenant engager une très grande réforme qui doit être également créditée par la présidence de la République, parce que l'État c'est le territoire. C'est le territoire ici dont les problèmes fonciers font cette polémique dans notre pays. La présidence de la République, dont le président de la République devrait avoir un regard dessus. Et là, maintenant, engager une réforme. Je viens au début de votre propos. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes capitaliste. Ça veut dire que tant que vous avez votre argent, si vous pouvez acheter tout le Cameroun, c'est pas grave. Parce que vous achetez pour investir et développer le Cameroun. C'est le principe. Ça veut dire que vous comprenez que quelqu'un puisse avoir... Vous comprenez que quelqu'un puisse avoir 50 titres fonciers, 500 hectares de terrain à lui seul au Cameroun, ça vous paraît logique? La reine d'Angleterre en a plus. Non, on ne parle pas d'un royaume. C'est où elle est propriétaire de tout le royaume et puis en même temps elle ne gère pas tout ça. Dans d'autres pays, il y a également des gens qui ont assez de propriété. Non, je ne parle pas de propriété, c'est pas le terrain. Tu peux construire ta maison sur un petit espace. La propriété foncière, il y a des gens qui en ont excessivement dans des pays que nous connaissons démocratiques. La question... Donc pour vous, le combat de la quantité de terrain qui appartient à une seule personne, pour vous, ne devrait pas se poser. Si quelqu'un veut acheter tout un village, c'est normal tant qu'il a de l'argent. Tant que la loi lui permet. Justement, la loi ne permet pas. Mais justement, c'est donc là qu'il faut questionner. La loi ne permet pas. Pourquoi vous le faites? C'est pas moi l'état du Cameroun jusqu'ici. Alors on doit questionner l'état du Cameroun sur le plan de l'observation ou bien l'observance même des textes qui nous gouvernent. Mais on n'observe rien. Et le ministre, quand il dit qu'il revenait avec vos titres fonciers pour peut-être une sorte d'évaluation, est-ce qu'il devrait arriver jusque-là? La loi déjà, est-ce qu'il a permis qu'elle soit appliquée au niveau du foncier? Comment l'obtenir et comment peut-être le mettre en valeur? Moi je sais pas. Donc tout cela amène à constater quand même que notre pays est en mal sur le plan de l'observation de nos lois. Donc nos lois, et je peux célébrer les propos de M. Lemjo qui dit que finalement, qu'est-ce qui est débattu à l'Assemblée nationale? Ah, vous finissez par le retrouver. Moi je voulais dire l'autochtonie pour savoir nuancer. Moi j'ai nuancé l'autochtonie. Mais pour le reste, vous êtes d'accord avec lui. Les gens nos téléspectateurs qui ont voulu un peu dire un certain nombre de choses, que je respecte, mais il faudra encore qu'ils s'élèvent un peu plus pour comprendre qu'on va vers la nation. Maintenant, quand on revient au niveau de la propriété foncière, comment l'obtenir? Mais là, c'est un enjeu. Parce que le territoire, on ne peut pas venir vous acheter votre maison. Celui qui a vendu, s'il a vendu un bien familial, nous sommes des sociétés communautaires. Voilà. Parce que nous sommes des sociétés communautaires sur le plan de notre civilisation, on devrait comprendre qu'à un moment donné, ça peut nous porter problème. Dans certains agissements, voilà pourquoi les terres appartenant parfois à des communautés, donc peut-être à toute une famille, quelqu'un lui il vient à vendre cette terre-là. Vous n'allez pas dire à celui qui a acheté que c'est la terre de toute une famille. Lui, il a acheté sa terre, il est capitaliste, peut-être il veut la mettre en valeur pour X ou Y chose, que ce soit un Chinois qui convie. On dit que le Cameroun est une terre d'investissement. Vous n'allez pas refuser cela, c'est une projection présidentielle, donc c'est une projection hautement politique du président de la République. Ça veut dire que la question aujourd'hui, à votre avis, est de sauver le titre foncier en respectant le nombre de titres fonciers permis pour chacun et la quantité d'espace qu'il peut avoir. Une fois que ça arrive à terre, on ne doit plus donner le titre foncier aux gens. Malgré cela, si on constate, c'est-à-dire le social, le corps social, c'est-à-dire nos populations constatent que malgré que la loi soit observée, ça nous met en mal. C'est-à-dire on ne se sent pas toujours dans le... On ne se sent pas dans... On n'a pas encore trop de terre. Oui, voilà. C'est-à-dire que... Non, je ne sais pas pourquoi vous voyez seulement sur le plan de l'achat. C'est-à-dire que malgré la loi... avec vous, malgré la loi... capitalisme, si tu peux acheter tout un village, toi tu n'as pas de problème. Ne placez pas en relief c'est pas ce que vous dites. Focalisation de capitaliste. Je voulais simplement attirer votre attention sur le point selon lequel des particuliers achètent des terres parfois pour les mettre en valeur, que ce soit la construction immobilière. Mais c'est une option, mais si c'est pas ce qui est proposé on achète quand on a de l'argent, madame Gassel. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous acheter la terre. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas donc louer la terre parce qu'ils ont l'argent pour acheter.
Même si les gens doivent s'appauvrir, c'est mais pas dans ce cas, pourquoi donc après aujourd'hui vouloir récupérer tout ça? Non, c'est pour ça qu'on dit que ça sera difficile au ministre de réussir dans ce qu'il a entrepris là. Parce que la plupart, c'est dans leur cercle. Moi, je voudrais chuter en disant que si la loi, si elle venait à être observée, elle ne permet pas que tout le monde se retrouve dans cette loi-là, qu'on engage une réforme. Qu'est-ce qu'on met dans la réforme, hein? Là, mais toutes les propositions. Est-ce qu'elle doit donc passer? Est-ce qu'il faut limiter l'achat des terres à tel? C'est déjà limité. Niveau? Mais si donc, je vous dis donc, si cette loi n'est pas observée, observons-la d'abord. Et après observation, si ça pose toujours problème, qu'on engage une nouvelle réforme. D'accord. Tout ce que je peux ajouter, c'est que ces réformes ne peuvent pas avoir lieu tant que nous avons nos mêmes élus qui sont là aujourd'hui. Laissez les élus. C'est le problème d'ego de tous. Le d'ego de tous. Certains veulent tellement. Je vais vous dire que il y a une loi. Certains veulent tellement vendre, donc veulent tellement. Non, parce que certains veulent vendre. Si les gens voulaient vendre, je dis, comment quelqu'un peut vendre? Vous pensez qu'il y a des Camerounais qu'il est normal? Il y a des Camerounais qui ont tout le village. Monsieur Lemjo, il y a des gens très fous. Comment quelqu'un peut vendre sa cour? Mais il y a des gens qui vendent même le caveau familial. C'est ça, ça existe. Il va raser tout cela. On vend même le cimetière. C'est pas seulement des individus. Non, le cimetière, on peut le mettre en valeur. C'est l'État qui... Moi, on était au niveau de la loi. Il faut la respecter. La loi foncière n'est pas respectée au Cameroun. La loi sur l'attribution des terrains. Qui fait observer la loi? Mais qui fait observer? Si déjà l'État ne respecte pas elle-même, si le ministre qui combat aujourd'hui, au début, il a combien d'années dans son ministère? Au début, il a laissé tout. Il est là depuis. Si aujourd'hui, il trouve que peut-être qu'il est partant, que l'heure de changer de département ministère arrive déjà, et qu'il veut mettre un peu de l'ordre, il faut qu'il commence par lui-même. Parce qu'il lui-même, il a eu la casserole, on ne va pas citer ici, on a déjà parlé, on a déjà entendu beaucoup de choses sur lui aussi, à propos du foncier. Maintenant, quand il demande de revenir avec les titres fonciers, la majorité des membres du gouvernement, ce sont eux. Au demeurant donc. Au demeurant donc. Et comme nous savons qu'ils sont hors la loi, ils ne respectent pas la loi au Cameroun, ils ne respectent pas la Constitution, ils ne respectent aucune instruction, ils ne vont pas venir. Ça va demeurer. Ce problème ne sera pas résolu. Ouais, et je dis que le ministre risque d'être bloqué dans son domaine. Et là, je vous confie dans l'une de nos préoccupations dans mon parti politique, c'est qu'on a un problème de leadership politique. Parce qu'il manque d'intégrité. L'intégrité de ceux-là qui nous gouvernent. Et ça doit aussi commencer à s'observer dans l'intégrité de ceux-là qui aspirent à gouverner. Vous voyez un peu, monsieur, ça n'a rien à voir avec quelqu'un a dit il est idéaliste, mais c'est dans l'idéal qu'on construit. Vous pensez que tout ce qui existe, ce n'est pas né d'un rêve, ça n'est des projections, c'est l'idéal. Oui. Parce que quand il dit que il voulait dire que c'est déjà le cas. Le professeur Olivier Blé, les libérateurs, je suis membre de l'ATP, Alliance pour la transition pacifique au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il faut refonder l'État. Vous voyez que toutes les problématiques que nous mettons sur la table, et vous, Madame Guessé n'a pas manqué de convoquer dans l'entame de ses propos la Constitution. Elle a appelé le livre qui est... Parce qu'il y a un livre blanc qui est le livre de l'armée. Non, c'est parce que le cœur du pays. Voilà. Moi, je préfère la loi fondamentale. Comme on l'a toujours dit, cette loi fondamentale, quelque part, devrait être revisitée. Et là, on devrait engager un référendum pour le Cameroun qui vient. D'accord. Parce que nous sommes... Moi, j'ajoute un mot juste pour dire que ce problème de foncier au Cameroun, c'est dû au fait où on parle de majorité. Quand vous avez un pays où il n'y a pas de collaboration au niveau de la gouvernance, il n'y a pas d'interaction mutuelle entre tous ceux qui parlent du même objectif. Ça s'appelle le leadership politique. Voilà. Donc, ce qu'on a appelé majorité présidentielle ou majorité à l'Assemblée du Cameroun, c'est ça qui finit le Cameroun. Monsieur Lemjo, député, soyez député, je vais vous acclamer. D'accord. En attendant que vos règles se réalisent en 2026,
On aura d'abord à traverser 2025 et on fait parler quelques personnes avant de partir. Rosalie Eyébi Aïssi n'a rien pris comme décision puisque lui-même est concerné. C'est lui qui a accompagné ses élites attitrées des 10 000 hectares dans le Nkam, Haute-Sanaga, Mungo et partout ailleurs. Aujourd'hui, le président de la République veille et a même saisi la délégation de la Sûreté nationale. Lui-même est sous les braises ardentes. Ça va le toucher lui-même. Autre réaction, merci pour vos encouragements, merci. Je ne sais pas pourquoi tous vous m'encouragez. Ah là, bonsoir madame Rosalie. Le fan club de ma maison vous suit avec grand bonheur. Bonne émission à vous madame. C'est Gaston et Somba Mbida d'Akongo par Ngomezap. C'est gentil. C'est lui qui disait encore hier que quand il n'a pas l'occasion de me voir à l'écran, il tombe malade. Merci beaucoup d'être devant le petit écran, monsieur. Bonsoir au grand soir. Ce sujet est étroitement lié au thème sur l'autochtonie. Comment des gens finissent de vendre toutes leurs terres et après veulent administrer ceux qui possèdent la majorité des terres dans leur village. Ces autochtones vendeurs de terres qui prétendent aimer leur village, quand ils finissent de brader toutes leurs terres, quel est leur objectif? C'est Edmond qui nous écrit depuis Mimboman. Bonsoir madame, merci pour le travail accompli. Et bien ici court dans le sac. Bienvenue. Est-ce qu'un ministre court dans le sac? Parce qu'il ne va pas réussir. Hein. Ben, je comprends. Ce sont ses collègues même qui vont commencer. Salut Rosa, ici la loi ne limite pas le nombre d'hectares à acheter. On peut donc disposer, là nous sommes où à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On peut donc disposer selon les moyens le nombre d'hectares qu'on veut. Si un village est vendu, on peut l'acheter. C'est Amara qui nous revient depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous. Le ministre lui-même doit renoncer à plusieurs choses que lui-même est impliqué et ce ministère sera livré. Sera libre. C'est Alexis depuis Nkwaban qui nous écrit ce soir. Je dois avouer que quand j'ai couru le risque d'engager cette émission avec vous deux, on était en train de se dire, allons-nous arriver au thème de ce programme? Et là, merci beaucoup Christian Okala, merci beaucoup Jean-Claude Lemdio Kenvo, vous avez pu tenir la dragée haute, on s'excuse, les deux autres invités n'ont pas pu rallier ce studio pour des raisons ou d'autres qui peuvent plus ou moins être appréciées. Et nous, on a décidé de courir le risque. Merci à mon bébé Célestin Tomo qui m'a d'ailleurs motivé parce que j'étais à deux doigts de lancer une rediffusion parce que je me demandais, est-ce qu'ils vont y arriver? Merci beaucoup parce que vous y êtes arrivés et d'ailleurs on vous avait encore à dire et le temps imparti à arriver à son thème. C'est pour dire que vous avez fait du bon boulot ce soir. Merci aux téléspectateurs qui sont toujours fidèles eux également, sans lesquels nous ne sommes rien. Merci Ismaël, tu nous as accompagnés encore pendant cette semaine. J'ai déjà parlé de mon bébé Célestin Tomo. Merci à tous ceux qui travaillent de près ou de loin pour que ça marche. Respect monsieur Donivan. Je vous laisse en compagnie de Solange Ayuketa pour le journal du week-end. Pardon? Non. Ah, elle est revenue. Elle se sent mieux. D'accord. Alida Kouvondos. Karine Bi. J'ai demandé Karine comment. D'accord. Je causais avec Ismaël qui me donnait les informations. Pour le journal en français, c'est Karine comment. Vous n'aurez pas Alida Kouvondos. Il y a eu léger malaise tout à l'heure. Mais je pense que ça va aller. C'était plus de bruit qu'autre chose. Maintenant, pour ce qui est du journal, Karine comment va vous livrer la quintessence du journal en langue française lorsqu'il sera 20h. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end accompagné de nos programmes très alléchants. Nous, on se donne rendez-vous avec le même plaisir lundi, lorsqu'il sera 17h. À très vite.